D'abord, bonsoir à tous. C'est une séance exceptionnelle et on a une affluence exceptionnelle. Donc, merci d'être venus aussi nombreux. Je voudrais commencer d'ailleurs par remercier nos collègues des différents conseils de développement qui sont ici présents ce soir. Erdre Gèvres, son président, est présent. Nous avons également Blain qui est présent, Loire-et-Sillon avec son président Perrault que j'ai aperçu. Et je pense que nos collègues de Saint-Nazaire sont ou seront là, puisqu'ils ont annoncé leur présence. Voilà, c'est une séance effectivement tout à fait exceptionnelle, puisque nous accueillons ce soir à la fois le nouveau maire de Nantes, Patrick Rimbert, et le nouveau président de Nantes Métropole, Gilles Rottière. Ils ont eux-mêmes souhaité participer à cette rencontre et je tiens à les en remercier tout particulièrement. Cette présence est appréciée. Et ce n'est pas une simple formule de politesse. Ils ne sont bien sûr ni l'un ni l'autre inconnus du Conseil, puisqu'ils ont déjà participé à plusieurs séances de travail avec nous sur divers sujets. Mais en cette rentrée 2012, ils ont tous les deux des habits neufs. Et on est heureux de les avoir avec nous ce soir. C'est donc une occasion de mieux connaître les nouveaux responsables du territoire, mais aussi, surtout, d'échanger avec eux sur ce projet de territoire à l'horizon 2030. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous accueillons aussi Thierry Violand et Nathalie Hopp et son équipe, et toute l'équipe, pour faire le point sur l'état d'avancement de Ma Ville Demain, et surtout mesurer les convergences ou les divergences entre les premiers scénarios établis par l'agence et ceux ou celui que nous avons, nous, proposé sous forme de questions la plupart du temps. Je vais remercier encore une fois très sincèrement Thierry Violand de sa participation. Et ce n'est pas non plus une formule de politesse, parce que la coopération que le Conseil a établie avec Laurent est exemplaire, efficace et utile. Et je voulais à nouveau le souligner ce soir. Pour laisser place aux échanges, je vais raccourcir mon propos, en tout cas le limiter. Mais rappelez quand même que le Conseil s'est fortement mobilisé sur cette question du projet de territoire. Nous avons récemment livré des propositions et surtout des questions pour le territoire. On est un petit peu déçus que le journal de Nantes Métropole n'ait pas repris nos propositions ou nos interrogations, mais le plus important, c'est l'échange qu'on va avoir ce soir. Comme vous le savez, au Conseil, nous ne cherchons pas forcément le consensus, plutôt les convergences. Et nous ne voulons pas non plus dire aux élus ce qu'ils doivent faire. Ce que nous souhaitons, c'est conforter notre capacité de veille et d'interpellation. Nous souhaitons d'ailleurs continuer à le faire, parce que l'exercice prospectif ne peut pas être seulement ponctuel et que c'est un questionnement permanent. C'est d'ailleurs le sens d'une des propositions que nous avons faites, de créer une sorte de grande université participative et ouverte du territoire. Et le Conseil de développement serait heureux d'être un des acteurs de cette grande université participative. Ma Ville Demain a été une initiative bienvenue et a tranché avec les méthodes habituelles. Dans un monde particulièrement incertain qui oblige à se remettre en cause en permanence, nous pensons qu'il faut poursuivre dans cette voie. Le Conseil de développement reste disponible pour conforter cette démarche. Voilà, j'en dis pas plus. Je vais passer la parole à Patrick Rimbert ou Gilles Rottière d'abord. Ensuite, évidemment, on va demander à Thierry de nous dire où en est la démarche Ma Ville Demain. Et puis ensuite, on sera dans l'échange direct avec la salle. Je vais passer le micro peut-être à Patrick d'abord. C'est Gilles d'abord. Bien, merci Monsieur le Président. Bonsoir, Mesdames, Messieurs. L'Assemblée est impressionnante. Vous êtes nombreux. Il m'est arrivé de venir voir le Conseil de développement sur plusieurs thématiques, mais il n'y avait pas autant de monde. Là, évidemment, c'est une instance générale, donc normal qu'on retrouve tout le monde. Juste un mot, vous souhaitez que je me présente un peu, c'est ça? Ouais, oh, bon.
Vous dire que je suis élu à la ville de Rezé depuis des années. 1977, adjoint à la culture, puis mandat d'après suivant, adjoint à l'urbanisme et au développement économique, et puis maire de Rezé depuis 1999. J'ai été désigné par la ville de Rezé pour être à l'Assemblée générale constitutive du CIMAN, le CIVOM de l'agglomération nantaise, et je n'ai jamais quitté l'Assemblée intercommunale depuis ce temps-là. Donc vous dire que je connais l'agglo, oui, certainement. Comme depuis l'installation de la communauté urbaine, j'ai été vice-président en charge de l'habitat et de l'urbanisme. J'ai parcouru toutes les communes en long, en large et en travers, et je connais un peu le territoire. Et donc j'ai été élu président le 6 juillet dernier avec la volonté de continuer le travail que nous avons fait ensemble depuis des années, avec la volonté d'avancer sur les grands dossiers qui sont devant nous. On pourra en parler. Il y a des sujets qui paraissent dans la presse plus vite qu'on ne le souhaiterait parfois. Hein. Je dis ça tout de suite, hein, parce que j'ai vu des réactions à des articles d'il y a quelques jours. Nous ne maîtrisons pas ce qui paraît dans la presse, hein, les informations qui, je l'ai dit, sur lesquelles on donnera nos études et notre analyse quand on les aura complètes. Hein. Et puis, nous sommes dans une phase assez intense ces jours derniers, parce que l'actualité gouvernementale est assez forte sur plusieurs sujets, hein, que ce soit les 25% de logements sociaux, la cession du foncier, les Roms, l'acte 3 de la décentralisation. Ce sont des points qui nous préoccupent et sur lesquels nous intervenons au niveau national pour donner l'éclairage de Nantes. Hein. Et c'est pas parce que Jean-Marc Ayrault est Premier ministre est très attentif à ce qui se passe sur Nantes et très à l'écoute de ce que l'on peut lui faire remonter, que nous ne devons pas, nous, Patrick Rimbert et moi, être un peu au premier rang dans un certain nombre de débats nationaux. Je voulais vous dire que j'ai bien apprécié le travail que vous avez fait sur Nantes 2030, intitulé Ma ville demain. J'ai repéré un passage où vous suggérez de décliner maintenant Notre ville demain. C'est une suggestion que je trouve assez intéressante. Et vous parlez d'une démarche qui, globalement, pourrait se qualifier d'éducation populaire. J'y crois vraiment. Je crois vraiment parce que c'est pas aux experts, c'est pas aux élus qui écoutent les experts de dire quelle direction on va. Je crois que nous devons avoir un dialogue avec l'ensemble des forces vives de ce territoire et même des territoires voisins. Et c'est, je crois, une des caractéristiques nantaises de faire en sorte qu'on puisse avoir une convergence de beaucoup d'acteurs hein, qui partagent les mêmes envies, les mêmes opinions et la volonté de faire ensemble. Et donc, moi, je vous dis ce soir, prêt à débattre avec vous dans la mesure de mon temps disponible, parce que j'ai une réunion publique ce soir dans un quartier de Rezé. Bonjour, merci de nous avoir invités. Effectivement, ça va être la première fois que je me présente à vous en tant que maire de Nantes, même si j'en ai vu déjà depuis un certain nombre. Donc je voudrais profiter du temps de parole que vous me donnez pour vous faire part de quelques convictions. La première conviction, je dirais, part d'un constat tout simple. C'est vrai que le monde est en crise aujourd'hui. La France, comme
beaucoup d'autres pays. Et donc Nantes, même si elle s'en tire mieux, n'est pas éloignée de ces problèmes-là et subit cette crise. Cette crise a tendance très souvent au repli. On voit bien quelles sont les premières dépenses qui sont, je dirais, supprimées. C'est les loisirs, ce sont les déplacements, c'est-à-dire tout ce qui vous ouvre, et il y a une tendance à se replier sur soi-même. Et donc, même si je suis persuadé que le temps de la crise est vraiment aussi le temps de l'invention, de passer à autre chose, c'est-à-dire de passer des discours, si je prends par exemple sur le développement durable. Le développement durable, je dirais, on semble l'avoir découvert. Moi, je l'ai découvert dans un livre fait par le Club de Rome dans les années 70. Donc vous voyez que ce n'est pas nouveau. Mais aujourd'hui, la crise nous oblige, par rapport à tous ces problèmes, eh bien, de trouver des réponses concrètes. Et je peux dire, enfin, j'en suis convaincu, que c'est aujourd'hui qu'il faut voir loin, même s'il faut être très précautionneux par rapport à tous ceux qui souffrent au jour le jour. Donc il faut être capable, je le dis, de leur donner un contexte pour se reprojeter. Mais c'est aussi le moment, je dirais, d'ouvrir à des choses qu'on n'était pas capable de faire avant parce qu'on pouvait être plus ou moins dans le contentement. Ma deuxième conviction, c'est que nous avons une chance. Nous avons une chance d'être à Nantes. Ce n'est pas pour passer la brosse à reluire, mais parce que je crois que Nantes est un territoire de projet. Nantes a eu beaucoup de crises et Nantes a su, collectivement, par la mise en valeur de ses acteurs, et non pas en les mettant les uns contre les autres, Nantes a su se reprojeter. Et j'ai la chance, en tant que responsable politique, d'avoir eu le temps de la preuve de ce que je dis. On a bien vu, je dirais, après la fin des années 80, la manière de, les années 80, la manière de se reprojeter. Et Nantes, aujourd'hui, est vue, on ne sait pas trop pourquoi toujours, comme une ville de projet, comme une ville qui bouge, comme une ville qui s'est inventée. Et c'est le propre de la ville que de ne pas être toujours dans la reproduction, mais être dans la production, dans l'invention, pour faire non pas de l'invention pour de l'invention, mais pour permettre à des territoires, je dirais, de pallier à des choses qui se terminent, pour en permettre d'en commencer de nouvelles et se projeter plus loin. Et l'illustration, c'est Nantes 2030. D'aller voir au plus près des acteurs qu'on ne voit pas forcément, qu'on ne consulte pas forcément pour plein de raisons, parce qu'ils ne sont pas dans les institutions, parce qu'ils n'osent pas dire les choses. Il y a eu plus de 2000 contributions, je crois, quelque chose comme ça. C'est-à-dire des personnes qui ont pris la parole et autres. Donc nous sommes un territoire de projet, et donc, je dirais, nous allons pouvoir nous projeter, je l'espère. En tout cas, cette habitude, cette expérience peut être une chose très positive. Mais on verra ça avec 2030. Je ne pourrais pas, je dirais, terminer parce qu'il faut pas prendre mon temps quand même, sans dire comment je conçois mon rôle de maire. En tant que maire, je dirais d'abord, le maire doit déléguer à l'ensemble de ses élus un certain nombre de dossiers parce que c'est un travail collectif. Mais le maire doit aussi rappeler à ses élus le risque que l'on a tous de tomber dans la gestion quotidienne, dans l'occupationnel, et de ne pas voir ce qui est en mouvement. Et donc, le travail que je fais avec mes élus est un travail collectif pour, d'une part, évaluer ce que nous faisons collectivement et ce que chacun fait, mais aussi un travail collectif pour qu'ils se projettent, pour
qu'ils ne se contentent pas de la gestion et du contentement. Et donc ce travail-là est quelque chose de fondamental. Et puis un maire décide, parce qu'il y a débat. On voit bien votre contribution. On voit bien toutes les tensions qu'il y a. On voit bien toute la demande. Faire plus et faire mieux. Alors c'est pas facile de faire plus et faire mieux, surtout aujourd'hui, mais c'est un aiguillon qui est formidable. En tout cas, il y a une chose que je ne délègue pas, et que je ne délèguerai jamais. C'est que le maire doit aussi, tous les jours, aller voir toutes les populations diverses qui sont en mouvement, qui sont en souffrance, qui imaginent l'avenir. Parce que c'est là, vous parlez souvent de démocratie, vous proposez beaucoup de choses. Mais mon expérience montre qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui nous disent que ça va trop vite. Que tout ce qu'on organise pour les ateliers urbains, les travaux des uns et des autres, de mélanger à la fois ceux qui sont riverains, bien sûr, parce qu'ils y vivent tous les jours, il faut faire une ville à vivre, mais aussi qui craignent que les changements, je dirais, détruisent un peu la qualité de la vie parfois. Et puis il faut convoquer et parler avec tout le monde, tous les usagers, qui sont dans une ville-centre par définition des Nantais, mais aussi des métropolitains, mais je dirais aussi qui viennent de beaucoup plus loin travailler, étudier ici. Et moi, je m'aperçois souvent, et c'est parce que je vais sur le terrain, et que je m'interroge sur des phénomènes que je ne comprends pas. Par exemple, pourquoi dans les groupes de personnes, de participation, il y a les personnes que je vois et les personnes que je ne vois pas, mais que je connais. Bien, je m'aperçois que les uns ont peut-être plus de temps social disponible que d'autres. Qu'un travailleur pauvre, il a une amplitude de journée très souvent de pas simplement 8 heures, 9 heures, 10 heures. Donc il faut comprendre le profond des réactions, du vécu des personnes. Et ça ne se délègue pas, et tous mes collègues y vont. Pour terminer, et pour conclure mon propos, qui est déjà trop long, je le sens bien, mais ça c'est un défaut que un certain nombre de vous connaissent déjà, c'est le souci de résoudre les contradictions. Je pense que le rôle d'un élu politique, c'est de ne pas monter ce qui serait plutôt pour le dynamisme, qui sont ouverts naturellement et puis qui ont des envies, qui auraient tendance à prendre quelquefois la ville comme un hôtel. Hein. Et puis d'autres qui sont dans leur petit coin à créer plein de choses. Et puis d'autres qui craignent. Je pense, ou qui se contenteraient de vivre entre soi. Je crois que tous ces acteurs ont, je dirais, beaucoup de talent, souvent. On les voit sur les quartiers, sur certaines réunions. Et ils ont des points positifs et ils ont des points négatifs. Mais le rôle d'un élu, c'est de résoudre toutes ces contradictions. C'est de faire en sorte que chaque Nantais, quelle que soit son ambition, quel que soit son moteur, je dirais, puisse se sentir reconnu à Nantes et puisse vivre avec les autres. Et j'ai bien aimé ce que tu as dit, Gilles, et ce que tu as noté, je l'ai noté aussi. Il faut passer du mât au nôtre et au singulier. Voilà quelques mots en introduction et en faisant mieux connaissance. Alors je crois que monsieur le directeur général, c'est à vous. Oui, merci d'abord à vous d'avoir quand même honoré cette rencontre de votre présence. Je sais que vous avez des contraintes tous les deux, donc on va avancer tout de suite sur l'échange et je vais demander effectivement à Thierry et Nathalie de nous dire où en est la démarche Ma Ville Demain. Oui, bonsoir à tous et à toutes. La démarche, elle a commencé il y a 2 ans maintenant, hein, en 2010, par le mandat que confiait les maires de l'agglomération à l'agence et à l'équipe projet qui anime la démarche, avec Nathalie Hop, chef de projet.
Cette démarche donc, qui a commencé il y a 2 ans, je ne vais pas vous en raconter toutes les étapes parce que j'ai eu l'occasion de venir à de nombreuses reprises devant le Conseil pour échanger, pour discuter avec vous, avec toute l'équipe. Je voudrais simplement, avant de rentrer dans le fond, avant de dire où on en est, et on en est où? On en est au fait qu'on a rendu, il y a quelques jours, le rapport d'étape de la 3e étape de la démarche avant la dernière, celle qui est le choix du cap, la décision des élus. Et ce rapport, ouvre à la fois cette phase-là et il ouvre aussi le moment du rendre compte dans une démarche qui est particulière. Philippe Audic l'a dit, l'esprit de la démarche, je ne le redis pas parce que je crois qu'il retire et Patrick Rimbert ont donné le contexte dans lequel elle a été lancée il y a 2 ans. Mais avant de rentrer dans le fond, je voudrais dire un mot au Conseil de développement, justement sur notamment la partie la plus particulière, originale de la démarche. Une démarche de projet pour une grande agglomération, même pour une petite, mais c'est une démarche d'expertise. Mais là, la particularité, c'est d'avoir eu la volonté d'associer, d'écouter, de consulter, de faire participer, contribuer largement les citoyens, les acteurs économiques, sociaux. Et c'était pas, ça n'est pas, je dis c'était pas parce que l'essentiel est fait, mais un pari de ce point de vue-là, gagné d'avance. On l'a redit, la métropole en 2030, c'est quand même un peu loin de la préoccupation de chacun le matin quand il part au travail. Et puis en plus, dans une période où il y a des inquiétudes pour soi, pour sa famille, ses enfants. Donc voilà, c'était déjà pas simple, et encore plus dans cette période. Et si je dis ça, c'est par rapport au Conseil de développement pour dire 2 choses. D'abord, je me souviens qu'en septembre 2010, avant même que la démarche soit publiquement lancée, on est venu présenter sur cet aspect-là la façon dont on envisageait d'aller, de provoquer, d'aller à la rencontre des habitants avec les 24 communes, puisque ce n'est pas l'agence et l'équipe projet tout seul. Quelle façon de faire, quelle façon de l'expliquer. Et on a eu un échange ici avec le Conseil de développement, d'abord avec le bureau, puis en plénière, autour de ça. Et évidemment, ce que vous nous avez dit, ça nous a aidés. Parce que vous nous avez renvoyé des choses en disant, mais si vous dites ça comme ça, les gens ne vont pas venir. Si vous faites ça comme ça, ils ne participeront pas. Donc c'est le premier conseil, au fond, que vous avez donné sur comment réussir ça. Et puis la deuxième chose qui a compté dans votre mobilisation, au-delà de la contribution dont on reparlera, et du fond, c'est justement votre mobilisation. C'est-à-dire que le fait qu'assez vite, après ce moment d'échange, vous soyez mobilisés, alors je vais dire, je ne sais pas comment dire quel mot, largement, fortement, énormément, tout le temps. À partir de ce moment-là, ça a donné un signal aussi à l'extérieur. Si le Conseil de développement se mobilise, alors on peut y aller, ça vaut le coup. Et donc ça a été catalyseur de la mobilisation de beaucoup d'autres acteurs et citoyens. Donc ça, je voulais vous en remercier. On n'est pas au bout de la démarche, donc ce n'est pas le moment des remerciements globaux, mais enfin c'est une étape particulière. Comme je l'ai dit, vous avez rendu votre contribution. On remet le rapport d'étape. Et je voudrais dire un mot, parce que l'équipe m'en a parlé cet après-midi. Ils sont en train de discuter. Mais ils vont m'écouter quand ils vont entendre leur nom, Gabriel Vitré et Brigitte Simon. Non, pas du tout. Donc je les remercie quand même. L'équipe m'a demandé de le faire parce que vous avez dit ce travail-là en collaboration que tu évoquais, Philippe, entre l'agence, l'équipe projet et le conseil de développement, c'est une ambiance, mais aussi des personnes. Et évidemment, la capacité à travailler, vous avez dit, et vous le dites dans le document, vous avez été un peu le off de la démarche. Bon, mais en même temps, pour faire ça, il fallait travailler en liberté et en confiance. Et donc, c'est quand même pas simple. Et donc, je voulais les remercier parce qu'ils ont été artisans vraiment de cette capacité à travailler ensemble et en liberté. Donc voilà ce que je voulais dire au Conseil. Je voulais dire à ce moment-là, au nom de l'équipe d'ailleurs, parce que la démarche n'est pas finie. Mais c'est un cap pour nous. On a rendu ce rapport, je le redisais. C'est sur ce rapport que maintenant les décisions et les orientations vont se prendre. Patrick Rimbert évoquait la mobilisation. 22 000 personnes qui ont participé à l'ensemble des réunions dans toutes les communes, dans les 24 communes. Et puis, entre 1500 et 2000, c'est difficile à chiffrer, mais enfin, c'est l'ordre de grandeur. 1500, c'est sûr, il y en a un peu plus, mais on dit 1500 pour ne pas augmenter trop. Contributions de toutes formes, vidéo, écrite, texte, la vôtre évidemment, multipliée par beaucoup de contributions des conseils de développement. Et pour entrer directement dans le rapport, alors Jean Renard me disait tout à l'heure, voilà, là, 2 ans pour un 6 pages. Alors je dis tout de suite, parce que vous avez un 6 pages.
puis, je dis tout de suite, comme ça, ça sera fait. Le rapport ne fait pas 6 pages. J'en ai un morceau là, sans les annexes. Simplement, pour des raisons matérielles, il était remis il y a quelques jours à la conférence des maires seulement. Pour des raisons matérielles, il va être diffusé par Internet. Vous l'aurez en un certain nombre d'exemplaires papier. Ce n'était pas disponible pour ce soir. Donc on va vous en présenter la substantifique moelle. Mais le rapport, ce n'est pas les 6 pages. Il est là. Donc je le dis parce que il avait l'air inquiet qu'on ait fait tout ce travail pour seulement 6 pages. Et donc, pour revenir aux 22 000 contributeurs et aux 1500 contributions, voilà, il y a une chose essentielle. Et ça, c'est un élément fort du rapport qui s'est imposé à nous, qui s'est révélé au fond. C'est que le territoire de l'agglomération nantaise, ces 24 communes, était traversé par quelques tendances de fond qui, de notre point de vue, vont fortement influencer l'avenir. Tendances de fond, valeurs, lignes de force, je vais vous les dire. 4. La cohésion sociale. Vous allez me dire c'est un peu banal. Oui, forcément, en général, personne n'est vraiment contre. Et dans la période, en plus, c'est une préoccupation majeure. Mais sans rentrer dans le détail, ça serait beaucoup trop long. Nathalie doit exposer après un certain nombre de choses dans le détail. Je vais vous dire que ce qu'on a ressenti, c'est que d'abord, c'est largement partagé, c'est un pilier fondamental. Et ici, dans ce territoire, dans les communes, il y a cette idée que, je crois que c'est aussi une part de réalité, mais au moins cette idée, c'est important d'écouter le sentiment que la cohésion sociale, c'est une exigence pour l'avenir, mais ici, la situation serait plus favorable que dans d'autres endroits. Quand je dis cohésion sociale, cohésion territoriale, le lien, quoi. Et donc, il y a quelque chose dans ce qui nous est dit, qu'on traduit par « faites bien ce que vous voulez, mais ça, il faut le préserver, il faut le garder, et il faut encore aller plus loin ». Donc ça, c'est un élément fondamental. Deuxième élément fondamental, c'est ce qu'on a appelé comme ligne de force la proximité, qui se décline de 2 façons, mais qui se rejoignent. C'est un vrai attachement au territoire, de l'agglomération, mais plus que ça, au territoire où on vit, à sa commune, à son quartier. C'est quelque chose de très très fort. Quand vous demandez aux gens s'ils ont envie de déménager, hein, de là où ils habitent, de l'endroit où ils habitent, globalement pas. Je ne parle même pas de partir ailleurs, mais même de rester dans leur quartier. Il y a quelque chose, globalement, qui dit on est bien là où on en est et on souhaite que ce cadre de vie, donc c'est l'attachement, mais c'est aussi le cadre de vie, les services qu'on a, l'environnement au fond, dans lequel se trouve le logement, son lieu de vie, soit préservé, soit amélioré. Donc, il y a cette idée aussi, je le traduis comme ça, il y a une forme de traduction, que dans un monde complexe, ça a été évoqué tout à l'heure, en mutation, on a besoin que son logement, que son quartier soit un peu le lieu apaisé, où on est tenu un peu à l'écart, où on se tient un peu à l'écart des inquiétudes et des angoisses du monde. Ces 2 éléments-là, cohésion sociale, proximité, pourraient faire un territoire qui a tendance à se replier sur lui. Et non, parce qu'il y a une autre ligne de force qui apparaît très clairement, c'est celle de l'aspiration à l'ouverture au monde. Alors elle prend des formes très différentes, c'est pour des questions d'enjeux économiques, mais pas seulement. Il y a ici une histoire, une envie de rencontrer le monde. On le retrouve d'ailleurs, je ne vais pas citer chaque fois les travaux du Conseil de développement, mais dans les rencontres qu'il y a eu, j'ai eu la chance d'y participer avec les jeunes d'Unicité qui font leur service civique. Et c'est dit dans le document, on dit au fond, ils ont intégré, pas tous les jeunes, sans doute pas, mais ceux-là, la nécessité de l'échelle internationale pour leurs études, pour leur travail. Donc voilà, donc il y a quelque chose qui traverse le territoire, les acteurs économiques, mais pas seulement. Et puis il y a une 4e ligne de force, cohésion sociale, proximité, ouverture au monde, c'est la bienveillance, au minimum, l'enthousiasme qu'il y a dans ce territoire pour les questions de créativité. Dans tous les domaines, quand tu dis ça, créativité, tout de suite on pense à l'éléphant. Oui, il est assez emblématique. Quand on demande aux gens les symboles de la métropole, la Loire, le château, l'éléphant. Voilà ce qu'ils répondent en premier. À l'échelle de la métropole. C'est-à-dire, si on demande dans les communes, arrive très souvent en premier la Loire, s'il y a la Loire, ou la rivière. L'eau est très importante dans notre métropole, mais elle fait lien aussi. Enfin, pour revenir à la question de la créativité, cette bienveillance dépasse la question culturelle. C'est l'envie qu'elle s'exerce dans tous les domaines, y compris l'innovation sociale. Donc voilà les 4 lignes de force que nous, on a repérées. Alors, j'ai dit on les a repérées parce qu'on les a pas... Et c'est important parce que c'est la construction sur laquelle on a bâti ensuite les visions. C'est pour ça que je m'y arrête un instant. On ne s'est pas dit, tiens, il y a ces 4 lignes de force. Non, c'est en travaillant qu'elles se sont imposées à nous. Et c'est comme ça qu'ensuite s'est construit notre rapport. Juste un mot pour dire que quand on lit la contribution du Conseil de développement, à travers ces 3 parties, on voit bien la métropole des liens, je les ai oubliés,
la métropole des anticipations et la troisième, celle de la créativité. Voilà, je savais bien, c'était celui-là qui correspondait le plus. Quand on lit ces trois parties, qu'on regarde les titres, enfin, qu'on essaye non pas de lire dans le détail, mais de sentir les choses, on voit que ces quatre choses traversent, au fond, elles ne sont pas exprimées comme ça, mais la contribution. Donc, quelque part, elle exprime aussi la contribution du Conseil de développement, ces quatre lignes de force. Alors, évidemment, ces quatre moteurs, j'allais dire, puisque c'est là, puisque ça traverse ce territoire, d'une certaine façon, ce sont des lignes qui vont durer dans l'avenir. Mais ces quatre moteurs ne sont pas partagés de la même façon par chaque individu, dans chaque commune, dans chaque territoire, forcément. Tout le monde n'est pas équidistant de l'aspiration à l'ouverture au monde ou de la créativité. Et donc, c'est fort de ce constat qu'on a construit les trois visions pour l'avenir, qui sont évoquées dans le petit document que Nathalie va présenter. Parce qu'effectivement, puisqu'il s'agissait au fond d'éclairer les élus sur, avant même des orientations, sur quelle métropole on veut demain, quel modèle de société, il fallait essayer de proposer des visions de la métropole. Et alors on a pu en faire des dizaines. On a choisi de les ancrer dans le réel, et on est parti de cette idée. Et si l'une de ces lignes de force, un de ces moteurs, l'emportait sur les autres, et je vais prendre qu'un exemple pour ne pas les décliner toutes, si l'aspiration à l'ouverture au monde, qui est un des moteurs donc, de la métropole, l'emportait, écrasant, j'allais dire, toutes les autres lignes de force, alors qu'est-ce que ça donnerait? Et du coup, ça nous donne la vision numéro 1, qui s'appelle la métropole de l'excellence internationale. On a cette vision qu'on a construite à partir de cette hypothèse, en intégrant évidemment les éléments liés à la réalité de notre territoire, démographique, économique, les enjeux du monde et aussi les contributions. Hein. Donc ce sont des visions et l'imaginaire. Donc ce sont des visions qui sont à la fois, qui ne sont que des visions, puisqu'on ne peut pas prévoir l'avenir, on essaie de l'imaginer, mais en même temps fondées sur le réel. Et on a fait la même chose pour chacune des autres lignes de force, la créativité et la proximité. Et ça vous donne les trois visions qu'on va présenter. Alors il n'y en a pas quatre, parce que on a considéré que la cohésion sociale, et vu ce que je vous ai dit tout à l'heure, on n'allait pas faire, et s'il y avait plus de cohésion sociale, et moins, on a fait le choix de dire, et visiblement, il faut toujours que ce soit là, et encore plus. Donc, elle est transverse aux autres visions. Donc voilà, ce sont ces trois visions qu'on a construites. Vous voyez, le rapport d'étape, c'est ça. Quand vous l'aurez dans le détail, mais il est synthétisé dans le 6 pages. C'est cette construction, à partir des contributions, à partir de l'expertise, qui donne ces trois visions, qui resserrent, qui, de notre point de vue, sont donc un éclairage, à la fois pour débattre, mais pour arbitrer. Et je termine en disant qu'il n'était évidemment pas question, et on ne les a pas construits comme ça, pour nous en tout cas, de proposer les choses de telle façon qu'on se dise il faut choisir la 1, la 2 ou la 3. C'est pour ça que vous verrez dans la présentation qu'après, sur chaque vision, on en décline les points positifs, mais aussi les zones de risque. Parce que ce qu'on pense, c'est que la vision de la métropole, à 20 ans de demain, elle est sans doute une forme de conjugaison entre ces trois visions, mais qui relève de l'ordre du choix politique. Et donc, il ne s'agissait pas pour nous de préjuger du choix politique, mais en même temps d'aider à ce qu'il soit fait. Voilà en quelques mots comment c'est construit, j'allais dire, à partir des contributions, à partir de l'expertise, le rapport d'étape, ses valeurs et les visions que Nathalie va vous présenter maintenant, y compris en présentant ses visions, mais en faisant aussi un rapport, une correspondance au fond, entre la contribution du Conseil et comment elle a alimenté aussi ses visions. Bonsoir à tous. Donc je vais essayer de décrire, donc forcément un peu dans la caricature, pour donner à voir quelles sont les différences entre ces chemins possibles de la métropole demain. Mais c'est vrai que dans le rapport, les éléments sont un peu plus détaillés et on a essayé à chaque fois de décliner la vie que pourrait prendre dans cette métropole sur tous les aspects des champs d'action publique et puis de la vie quotidienne. Donc la première vision, c'est ce que Thierry Violand disait, on a plutôt travaillé sur la question du rapport au monde et l'ouverture internationale. Donc on l'a intitulé « Aller vers l'excellence et l'international ». Donc sur cette vision-là, on a plutôt un modèle économique productif basé sur des filières d'excellence du territoire qu'on a tirées. Alors c'est des filières qui existent déjà aujourd'hui, hein, l'aéronautique, les composites, les énergies marines renouvelables par exemple. Et ce sont des filières qu'on a continué à soutenir, notamment avec des investissements publics forts. Ce développement permet d'offrir un emploi à tous,
que ce soit à la fois des emplois à forte valeur ajoutée, mais aussi des emplois de production dans l'industrie, et également des services à la personne. Donc on est bien dans un développement, une croissance qui bénéficie à tous et qui permet aussi une cohésion sociale forte par la redistribution des richesses. Et là, la puissance publique a un rôle pour pouvoir permettre cette redistribution. Donc spatialement, parce qu'à chaque fois je vais essayer d'identifier un peu le modèle économique et social et puis de décrire comment dans la ville ça se concrétise. Spatialement, donc on a un centre qui concentre emploi, activité, mais aussi services et commerces, et aussi des lieux d'activité et d'emploi en périphérie. Ça peut être des pôles industriels technologiques comme l'IRT Jules Verne aujourd'hui, ou des zones d'activité très qualifiées où on trouve tout type d'emploi, par exemple des services aux entreprises. Sur l'aspect social, on a aussi une recherche d'une forte mixité sociale, donc soutenue par les pouvoirs publics, mais qui amène la construction d'une ville pour tous et pour toutes les générations. Donc en termes de forme de l'agglomération et d'ambiance urbaine, là on a fait le choix dans cette vision-là d'accueillir, on va dire, la grande majorité des habitants de demain dans un cœur densifié. Donc ça sera un cœur qui correspondrait à l'intrapériphérique, où on a une intensification non seulement des bâtiments pour loger les habitants, mais aussi de la vie avec une ambiance urbaine assez active, une ville un peu 24 heures sur 24, où on a des services multiples, mais aussi des cultures diverses. Pour autant, je voudrais préciser qu'en fait, ce centre-là qui vit, qui est un peu le cœur de la métropole, il ne vit pas au détriment des 23 autres communes dont l'activité est maintenue. Tout ça est bien entendu consolidé, renforcé par les choix faits en matière de mobilité et d'organisation des transports, avec une poursuite de l'investissement dans les axes de TC lourds qui permettent de mailler à la fois ce cœur dense, mais également les autres centralités de l'agglomération. Pour finir, la place de la nature en ville, on a, même si on a un espace qui est très intense, quand même des espaces de respiration pour pouvoir rendre le cœur vivable. Donc on a aussi des parcs urbains de qualité. Et puis on a aussi fait le choix de préserver une ceinture verte agricole également. Et puis pour terminer, on va à chaque fois évoquer le rapport au territoire extérieur et le rapport au monde. Donc là on est plutôt sur une métropole qui se positionne comme un leader, une locomotive, qui entraîne à la fois l'aire urbaine, l'environnement proche, mais aussi l'ensemble du Grand Ouest. Et dans cette vision-là, finalement, la question de la connexion et de l'accessibilité, quels que soient les modes, ferroviaire, aérienne, maritime, est quand même un sujet de préoccupation fort. Donc dans cette vision-là, on a cherché, c'est ce que disait Thierry Violant, à répondre bien sûr aux attentes d'ouverture au monde, mais aussi à d'autres souhaits des habitants, notamment le fait que le développement économique attendu puisse bénéficier à tous en termes d'emploi, également au fait qu'on souhaite que le territoire demeure protecteur pour les plus fragiles. En termes de limites, puisqu'on a quand même essayé de travailler sur des visions qui ont aussi des points, des aspérités, on a finalement un risque de marché du travail dual, même si on a une économie qui est équilibrée, il peut y avoir un risque entre services à la personne, emploi qualifié. On a aussi le fait que cette croissance, elle est aussi liée à un contexte économique favorable. Et ça, on sait qu'aujourd'hui, les questions se posent fortement, et c'est aussi une des difficultés de la prospective. Et enfin, on a également le fait que ça nécessite un volontarisme politique assez fort et une place importante de la puissance publique. Alors sur la deuxième vision, Thierry Violant expliquait qu'on avait essayé de tirer un peu le trait de la créativité et l'innovation. On l'a intitulé « Miser sur l'initiative et la créativité ». Donc là, on a plutôt un modèle économique où le moteur de la croissance, c'est l'innovation. Mais c'est l'innovation dans tous les domaines, dans tous les secteurs. Pas seulement la recherche, pas seulement l'industrie, pas seulement l'économie créative au sens où on l'entend aujourd'hui, mais aussi l'innovation sociale, mais aussi le soutien à des porteurs de projets, dans l'artisanat par exemple. Donc finalement, on a une métropole qui mise sur l'esprit d'entreprendre, l'esprit d'initiative. Là, on rejoint aussi les préoccupations du Conseil de développement. Et une métropole aussi qui aide les entreprises et les individus à réaliser leur potentiel. Donc du coup, on a une collectivité qui s'investit fortement sur les questions de formation ou d'organisation de la flexi-sécurité, pour résumer de façon rapide. Donc finalement, on assume la part de risque, mais en même temps, on sécurise les parcours professionnels et également, on détecte les innovants et on mise sur la recherche.
Concrètement, dans la ville, ça se concrétise par finalement un cœur d'agglomération où l'emploi est présent, mais l'emploi est présent aussi dans les autres centres-villes, parce que l'innovation peut être partout, avec des pépinières de quartier qui sont elles aussi reliées forcément à des lieux phares et emblématiques. Je parlais tout à l'heure d'IRT Jules Verne, mais ça peut être aussi le quartier de la création. Mais on a aussi un emploi qui peut se développer à proximité de l'habitat et dans les centres-bourgs. Et puis là, sur cette vision-là, on a plutôt une mixité qui se joue moins dans le cœur par rapport à la vision 1 que finalement à l'échelle du quartier. Donc on a une organisation multipolaire qui est structurée autour d'un centre, mais un peu moins étendu que dans la première vision, et avec des centres-villes des autres villes d'agglomération qui, elles, se sont fortement développées. Avec, c'est ce que je disais, emploi, habitat, mais aussi services, commerce, loisirs, et également conforté par une organisation des transports où on a travaillé sur le lien entre centre et périphérie. En termes d'ambiance urbaine, là on est plutôt dans une variété des formes et des bâtis, d'abord pour répondre à tous les besoins des habitants, mais aussi pour être en lien avec l'identité de chaque centre-ville et de chaque quartier. On a des espaces publics qui jouent aussi un rôle très important. Un lieu d'appropriation des habitants, un lieu qui stimule aussi la créativité, et c'est aussi une fonction importante pour la nature dans la ville. Il y a une présence plus diffuse que dans la première vision, mais là elle a aussi une fonction pour se détendre, pour se poser et pour pouvoir être inspiré aussi. Donc finalement c'est une ambiance urbaine moins figée, plus mouvante que dans la première vision, et en même temps on a des univers urbains qui se juxtaposent. Sur le rapport à l'extérieur, là, on a une métropole qui coopère autant avec son bassin de vie qu'avec les autres métropoles créatives dans le monde. Donc finalement, on a un lien fort de cogestion avec le périurbain, puisqu'on est dans une organisation multipolaire. Mais on peut aussi également dialoguer avec des métropoles qui sont sur le même créneau de l'innovation et la créativité. Donc là, on a bien entendu répondu aux souhaits de créativité, mais aussi de qualité de vie. Et puis aussi une aspiration qu'on a ressentie dans les contributions, c'est celle que tout le monde puisse réaliser ses potentialités. Les limites, là, c'est plutôt des limites en termes de risque d'individualisation, à la fois au niveau économique, puisque les parcours ne sont pas linéaires, mais aussi dans le lien social, puisqu'on peut aussi avoir un risque de repli de chacun pour soi. Et puis, c'est une économie qui est basée sur le pari, mais qui comporte aussi des risques avec le fait qu'on investisse, mais que les plus-values ne soient pas forcément réalisées sur le territoire, et que des innovants du territoire partent à l'extérieur. La dernière vision, c'est celle qui mise sur la proximité. Donc on l'a appelée s'appuyer sur les ressources locales et la citoyenneté. Donc là, on est vraiment plutôt sur un développement qui est basé sur la mobilisation des ressources naturelles, avec l'organisation de circuits courts sur tous les champs économiques, que ce soit l'écologie industrielle, le recyclage à grande échelle, les circuits courts agricoles, et aussi avec une importante économie présentielle. On a des lieux de production et d'activité qui sont disséminés dans le cœur de l'agglomération, avec un rapprochement entre emploi et habitat, et finalement une place importante faite au quartier. Autre élément important, c'est le changement du rapport au travail. Alors on l'a senti fortement dans le questionnaire qu'on avait lancé au début de la démarche, mais qu'on ressent aussi dans la contribution des jeunes volontaires du service civique. C'est le fait que le travail, c'est une des activités du temps social des individus. C'est-à-dire qu'il y a aussi le fait de participer à des associations ou de participer même au service public ou à la vie de la cité qui prend presque autant de part que le travail. Et du coup, là, on a finalement une forme un peu nouvelle de l'action des citoyens. Ils sont à la fois très fortement impliqués dans la démocratie participative, mais ils sont aussi des relais forts de la collectivité, jusque dans la gestion de services publics. Et également, par exemple, pour la question de la solidarité, on a plutôt une collectivité qui coordonne les bonnes volontés ou des acteurs associatifs qui, eux, prennent le relais sur des questions de l'entraide. En termes de forme urbaine, on est plutôt donc sur l'échelle du quartier, la multitude des lieux de vie qui combinent habitat, emploi, loisirs. Contrairement à la vision précédente, on est là presque dans l'agglomération au 100 pôles de vie, avec cette ambiance urbaine qui est tournée sur un peu la vie de quartier, puis des espaces publics qui sont encore plus animés que dans la vision précédente, puisque là, on n'est pas seulement dans le fait de se rencontrer, on peut aussi échanger des services ou discuter sur l'espace public. Et puis pour terminer également, sur la question de la nature,
Là, puisqu'on est aussi sur une question d'une métropole agricole, on peut avoir aussi une nature productive jusque dans le cœur de la ville, avec des parcelles agricoles notamment. Dans le rapport avec l'extérieur, là, on est vraiment sur la logique de l'échelle du bassin de vie, avec une gouvernance souple, une complémentarité recherchée avec le périurbain et puis aussi l'ensemble des grandes villes de l'Ouest. Donc sur cette vision-là, on est bien sûr fortement sur la question de la proximité, mais aussi, et c'est une attente qui était quand même ressortie très fortement dans les contributions, sur celle d'une métropole sobre qui se prépare finalement au défi de la transition énergétique notamment. Et puis également le fait que sur cette vision-là, tout le monde est mobilisé pour l'utilité sociale. C'est aussi une vision qui positionne la collectivité comme un des acteurs, mais pas le seul acteur. Et du coup, c'est aussi une vision où les moyens publics sont peut-être plus restreints. Et c'est aussi une limite, puisqu'on a quand même à accueillir, ou en tout cas à gérer les demandes de plus de 100 000 habitants d'ici 20 ans. Puis on a aussi le risque de segmentation du territoire autour de ces quartiers multiples. Pour terminer, l'idée c'était d'évoquer un peu en quoi les propositions et les contributions du Conseil de développement qui sont synthétisées dans le volume Ambition et Mutation sont présents dans ces visions. Alors je vais aller assez vite parce que je ne veux pas me répéter, mais j'ai pris quelques-uns des têtes de chapitre, quelques-unes des propositions, donc c'est pas exhaustif, mais pour montrer comment à chaque fois elles s'illustrent dans les visions. Donc il y a un des sujets de préoccupation forte du Conseil de développement qui est la question du rapport au territoire. Et on voit notamment dans votre contribution que finalement l'enjeu c'est de travailler l'articulation entre Nantes et les territoires voisins et le Grand Ouest, entre leadership et complémentarité. Donc finalement, au travers nous des visions, ce qu'on a essayé de montrer, c'est qu'il y a des curseurs différents entre être un leader qui mise sur une stratégie gagnant-gagnant, une organisation maillée qui travaille sur la complémentarité, qui sous-entend aussi qu'il y a une spécialisation entre Nantes et les autres villes avec lesquelles elle travaille, ou carrément une logique de subsidiarité comme on l'a dans la dernière vision. Autre exemple, la question économique, puisque c'est vrai que la contribution Osons le développement économique, elle a été aussi un des apports forts pour cet aspect-là et pour la définition du modèle économique des visions. On voit bien qu'il y a des fondamentaux communs, l'emploi comme priorité ou en tout cas comme fondement de la cohésion sociale, le fait qu'on veuille à tout prix préserver une économie diversifiée et pas faire le choix du tout industriel ou du tout service. Mais là aussi, on a différentes façons d'y répondre. Le premier cas, c'est par exemple l'investissement public local. Le deuxième cas, c'est les effets de levier, le triptyque, comme le dit le Conseil de développement, emploi, formation, éducation. Ou le troisième, le fait de, comme vous le dites aussi, jouer la carte de l'anticipation. Donc voilà, je ne vais pas détailler l'ensemble, mais sur la question sociale, on est aussi sur ces gradations-là, sur où se positionne l'action publique. Et c'est aussi une préoccupation du Conseil de développement, puisque dans la question sociale, c'est aussi comment on relaie, comment on soutient les associations qui ont aussi un rôle important dans la prise en compte de la misère au sens large. Et donc là, la collectivité, elle peut être dans la redistribution, dans l'accompagnement et dans la coordination. Pour terminer, je trouvais intéressant aussi de mettre en avant la question numérique, puisque c'est quelque chose qui a aussi beaucoup traversé les travaux du Conseil de développement. Et là aussi, on a différentes façons d'appréhender la chose, avec soit le numérique comme moteur de l'économie, et c'est le cas dans la première vision, avec les TIC qui sont un secteur qui tire l'économie, avec l'importance de la connectivité, mais aussi le fait de prendre en compte les nouvelles potentialités de ces outils, et c'est aussi ce qu'on a sur les deux autres visions. Et c'est aussi une préoccupation du Conseil de développement, c'est de dire que ça peut être aussi un vecteur de changement dans le travail, par exemple dans la vision 1, aider à des projets nouveaux par l'open data, par la mise à disposition d'informations, ou dans la dernière vision, la dimension contributive de l'action publique. Voilà, et puis la question énergétique, vous l'avez compris, qui traverse aussi les trois visions, et même si elle s'incarne plus spécifiquement dans le dernier cas, est aussi présente. Merci. Merci pour cette présentation synthétique qui n'est pas évidente, mais qui donne trois visions du territoire à l'horizon 2030. On a bien compris que c'était ni l'une ni l'autre de ces visions qui allait évidemment être retenue, et que c'est certainement un croisement entre ces différentes visions. Mais je crois que donc le jeu maintenant, c'est l'échange avec la salle. Donc à vous la parole.
Qui a une première question à poser? Voilà, je vois plusieurs mains qui se lèvent. Voilà, moi j'ai déjà noté qu'on était toujours à 24 communes. Donc ça, c'est sûrement une question qui viendra aussi dans l'échange. Oui, bonjour, Jacques Rivet. Donc, je m'occupe d'une association qui s'occupe de diffuser l'art en dehors des espaces consacrés. Je voulais dire que j'ai découvert un peu ce projet ce rapport d'étape un peu par hasard. En fait, j'ai reçu un courrier électronique, pas tout à fait par hasard, mais en tout cas, bon, je sais que ça existe depuis 2 ans, je savais ça, mais je ne savais pas un petit peu ce qui s'était fait. J'étais très agréablement surpris. Je trouvais qu'il y avait vraiment une démarche auquel j'étais très sensible, parce que ça rejoint des préoccupations qu'on peut avoir. Oui, qu'on peut avoir nous. Mais la question, donc, par rapport à ce qui m'intéresse particulièrement, donc que ce soit basé sur des réseaux plutôt que d'une hiérarchie. Je pense qu'il y a du travail, mais en tout cas, l'intention est forte. Et que ce soit un territoire du débat permanent, qui j'ai pu voir dans le rapport de plus que 6 pages, j'imagine, que j'ai pu télécharger. Mais la question, c'est quand j'ai pu télécharger, donc j'ai pu taper le mot artiste, hein, et il n'y a aucune occurrence qui apparaît. Donc, quelle place des artistes dans le très grand Nantes annoncé? Moi, je me pose vraiment la question. Ça me paraît crucial. Pourquoi? Parce que on y arrivera à une espèce de... Oui, non, mais je peux m'exprimer un peu plus longtemps parce que je pense que les orateurs sont pas mal exprimés. Faites effectivement assez court. J'ai besoin de développer un petit peu. Il y a beaucoup de monde quand même dans la salle. Donc, donc faites très vite. Ça ne marchera que si on est plus que des spectateurs. Si on est aussi un peu acteur. Et si on le saura que si on a une politique culturelle qui invite, où des œuvres invitent justement les habitants à être plus que des spectateurs. Ok. Écoute, pour mémoire... Je crois qu'on a compris votre question, la place des artistes dans la ville et finalement une sorte de co-construction impliquant les citoyens. Alors, est-ce que quelqu'un veut réagir tout de suite ou... Je crois qu'effectivement, c'est un sujet central, mais qui touche tous les sujets. Je pense que cette ville, et elle l'a montré, permet de comprendre comment l'art ou les différentes manifestations artistiques peuvent permettre à chacun d'entre nous de jeter un autre regard, de s'ouvrir à des choses que l'on voit mais que l'on ne connaît pas. Et donc, je ne reprendrai pas tout ce qui s'est fait, mais ça me semble essentiel. Lorsqu'on a fait, par exemple, le parcours d'art contemporain, comment dirais-je, le long d'Estuaire, les trois séries, au départ, tout le monde disait oui, finalement, bon, l'art contemporain, pas toujours compréhensible, mais alors l'Estuaire, qu'est-ce que c'est beau. Bah oui, c'était ça l'objectif. Et puis maintenant, ceux qui disaient l'art contemporain, on ne comprend pas, ils ne voudraient pas qu'on leur enlève les œuvres pérennes qui sont dans leur commune. Et ça, c'est bien. Mais à une toute autre échelle. Moi, je vois dans les projets de renouvellement urbain, dans les projets de quartiers populaires construits dans les années 60-70, très souvent, et de plus en plus, on emploie des artistes qui sont à la disposition des habitants pour réfléchir, puisque finalement, ceci est fait pour eux, c'est eux qui vont être les usagers, pour réfléchir au domaine des possibles d'une transformation de telle ou de telle chose. Et j'avoue que là aussi, l'artiste est quelque chose de très pertinent, et les arts sont des choses très pertinentes. Et je pense que je vois Johanna Roland maintenant qui m'a appris ces sujets, qui a ces délégations. Je crois qu'on en a discuté entre nous. Et je pense que partout, on peut mettre un artiste. Partout, de nouvelles solutions s'ouvrent.
partout les regards s'ouvrent. Partout on voit autre chose. Et l'enjeu d'aujourd'hui, c'est bien ça. C'est bien de se projeter. Et je pense que l'artiste doit être au cœur et permet de faire ça. Merci, Juste un petit mot, je crois qu'on peut retrouver l'art et les productions artistiques dans les différentes visions, hein, très certainement dans la créativité. Hein. Créativité, on peut la décliner, hein, créativité artistique, créativité sociale, créativité économique. Là, on a un champ pour les artistes, même dans la vision de l'ambition internationale, l'ambition de faire rayonner Nantes. On part de notre histoire et on voit bien que ces derniers temps, l'expression culturelle est une marque forte de Nantes et que, bien sûr, ce serait encore amplifié. Peut-être que dans la troisième vision, c'est un peu moins présent, mais encore que. Je voudrais simplement vous dire qu'aujourd'hui, ce rapport d'étape, il est essayé de faire la synthèse des 2000 contributions. Peut-être qu'il y a des contributions qui ne sont pas encore arrivées. Peut-être qu'il y a des points à compléter. Donc c'est un peu le moment aussi de repérer ce qui n'est pas dans ce rapport d'étape. Merci d'ouvrir la porte. Oui, question ? Oui, Yves Robin, membre du Conseil de développement. Alors moi, je fais synthétique par rapport à ce que faisait monsieur. Moi, à chaque fois que je pense quelque chose pour la Yves, ville... éloigne un petit peu le micro, parce que là, du coup... Oui. À chaque fois que je pense quelque chose pour la ville de Nantes, je me dis, est-ce que c'est du développement utile dans les projets ? Est-ce que c'est de l'économie de proximité qui valorise tout ce qu'on a comme ressources naturelles agricoles ? Et après, comme je suis aussi je paye des impôts, je pense toujours à sobriété financière en matière d'argent public, quoi. Alors donc, voilà comment je vois à chaque fois que je fais une contribution, je me mets toujours ça en exergue. Merci. Ce n'est pas vraiment une question, c'est plutôt un souci exprimé, oui. Ensuite ? Moi, je vais être bref aussi. Je pose une équation. On se présente. Oui, pardon. Alain Lehena, Fonds de Conseil de développement. Une équation avec 3 éléments, X, Y, Z. X, 10 000 salariés. Y, 1 million de clients potentiels. Et Z, 3 missions, soins, enseignement, recherche. Je parle du CHU de Nantes, son devenir. Que peut-on dire autour de tout ça ? Parce que je n'ai pas entendu ce mot-là dans la présentation qui a été faite. Et pourtant, je pense que c'est un poids qui me semble relativement important dans ma ville demain. Alors, on va peut-être prendre une autre question devant et puis réaction après. Michel Jouvet, je peux dire en réponse à Gilles Rothière, je crois au nom de plusieurs membres du Conseil de développement, qu'il y a plusieurs contributions dans les tuyaux, dont une sur l'économie, mais pas seulement sur l'économie. Mais ma question est une question de compréhension sur les 3 scénarios. Il n'y a pas à choisir entre les scénarios. 3 visions, pardon. 3 visions. Je vois bien la vision de l'international, je vois bien la vision de s'appuyer sur les ressources locales. Par contre, j'aimerais des éclaircissements sur la vision numéro 2, sur l'initiative, la créativité, parce que je ne l'aperçois pas vraiment comme discriminante par rapport aux 2 autres, parce qu'il me semble qu'aussi bien dans la vision 1 que dans la vision 2, il doit y avoir beaucoup d'initiatives, 3, pardon, il doit y avoir beaucoup d'initiatives et de créativité. Alors, en fait, je me demande s'il n'y a pas vraiment que 2 visions qui sont crédibles. Thierry ? Sur la question, voyez bien que 2 ans de travail, on vous l'a restitué en à peu près 20 minutes. Donc autant vous dire qu'effectivement, tous les mots n'y sont pas. Et je veux dire un mot, puisque Gilles Rothière l'évoquait à l'instant. C'est une première, la présentation. Il y a l'exposition qui ouvre le 15 octobre. J'en profite pour le dire, à la cale 2, au pied de la grue jaune, où tout ceci va être restitué beaucoup plus complètement, où on va pouvoir débattre, échanger, et où on va pouvoir prendre le temps pendant plusieurs mois de découvrir l'ensemble des contributions. Et on verra, vous verrez qu'il y aura la question du CHU, il y aura la question de l'aéroport. Tous ces éléments-là, évidemment, ont été intégrés dans notre réflexion. Simplement, ce qu'on présente là, ce n'est pas le projet. Deviendra ça le projet.
les orientations qui vont en découler, ça vient venir, c'est l'étape suivante. C'est celle du choix du cap. Et donc, ils vont avoir des déclinaisons et reparler. Mais simplement, ce qui est paru important, c'est le mandat qu'on avait. C'est de se dire, avant d'ajuster les orientations, de les conforter, de les confirmer, quelle société, quelle métropole veut-on dans 20 ans? Donc évidemment, vous ne retrouvez pas dans ces 3 visions, d'abord présentées synthétiquement, quand vous les lirez dans leur ensemble, on retrouve les questions de santé, par exemple, mais vous ne trouverez pas des orientations précises, puisqu'on a pris ce moment-là, d'abord, en tout cas, d'aller vers un choix politique d'une certaine vision de la métropole avant d'en fixer les orientations. Donc, si vous cherchez évidemment chaque mot, effectivement, à ce stade-là, il ne sera pas. D'autant que, voilà, ce n'est pas un choix programmatique, me souffler Gilles Rottière, en tout cas, pas pour l'agence, évidemment. C'est une première chose. Deuxièmement, je vais passer la parole à Nathalie pour répondre complètement à ta question, mais un mot. C'est pour ça que j'ai pris du temps tout à l'heure pour expliquer. Nous ne sommes pas dans 3 scénarios, sûrement pas, parce qu'il n'y a pas choisi entre l'un et l'autre, mais 3 visions, j'allais dire, équidistantes. On aurait pu faire 25 000 autres visions. On a choisi d'appuyer les visions, je le redis, sur les lignes de force qu'on a constatées. Il se trouve que la question de la créativité, de l'innovation, dans toutes ces dimensions, est une ligne de force du territoire. Elle ne s'oppose pas à la dimension internationale et pas à la proximité. Simplement, à un moment donné, cette forme, notamment du point de vue économique, si on parie tout sur ce seul créneau, ça veut dire que la question au fond, toute une série de pans de l'économie, on les laisse aller, mais sans collectivement, c'est pas seulement les pouvoirs publics, hein, c'est un choix collectif. À partir de ce moment-là, ça entraîne une certaine vision. Et il se trouve que cette idée de la créativité est un des moteurs. Donc il faut bien comprendre que les visions ne sont pas équilibrées au sens où elles se répondent pas l'une l'autre. Elles sont parties, on peut en construire d'autres, elles sont parties des 3 moteurs qu'on a constaté, des lignes de force. On peut nous dire qu'il y en a une 4e, il y en a une 5e. En tout cas, ces 3-là traversent le territoire. Donc effectivement, il y en a une qui peut paraître territorialement la proximité, le local, et l'autre international. Et donc la 3e ne serait pas vraiment... Oui, mais la 3e, elle est quand même sur une ligne de force qui peut traverser les autres, mais qui a une particularité. Peut-être Nathalie, vous voulez compléter ce que je viens de dire sur le... Juste pour essayer de resituer les 3 visions sur la question économique. Sur la première, on est plutôt dans le rapport au travail, sur une société du salariat, ou des grandes entreprises, des PME. Sur le deuxième, on est plutôt sur des porteurs de projets, des modèles type auto-entrepreneur, start-up. Et sur le troisième, on est plutôt sur de l'auto-organisation, d'échange de services. Voilà. Et il y a aussi la question du moteur de richesse sur les 3 visions. Sur le premier, on est plutôt sur des grandes filières productives d'excellence. Sur le deuxième, c'est vraiment l'innovation, enfin la création qui crée la plus-value et qui permet la richesse et l'organisation économique. Puis la troisième, voilà, la mobilisation des ressources locales. Alors, question? Oui, il y en a. Alors, Hélène? Oui, bonsoir, Hélène Combe, Martinez de la Fuente. Donc, puisque la porte a été ouverte sur continuer la contribution, d'abord, je veux saluer le travail qui a été fait. Et puis, une question et quelques réflexions. Patrick Rimbert évoquait tout à l'heure le fait qu'effectivement, le Club de Rome, déjà, nous disait des choses en 1974. Mais est-ce qu'aujourd'hui, dans nos travaux, on intègre vraiment les changements de posture, et notamment le changement de posture par rapport à l'économie, dont on vient parler beaucoup? Je ne détaillerai pas, je pourrais le faire dans d'autres endroits, mais j'aimerais qu'on se pose cette question-là, de comment, effectivement, cette économie qui est centrale, eh bien, l'économie au service d'un projet de société, et donc notamment comment les activités d'économie ont un sens dans la transformation qu'on cherche. Ensuite, quand on voit effectivement les différentes visions qui sont sorties, moi, j'aurais aimé qu'on parle non plus de métropole internationale, mais qu'on parle aussi, aussi de métropole cosmopolite. Je me suis trompée quand je suis arrivée à Nantes en 2004. J'ai cru qu'ici, je retrouverais ce que je trouvais au Havre, qui est une ville dans laquelle on vit l'interculturel de façon très forte. J'avais fait un article à Kervégan quand je suis arrivée. J'ai cru ça. Je pense que c'est beaucoup moins intégré que ça dans l'agglomération nantaise et que c'est dommage, parce qu'on a le potentiel dans ce territoire qui a effectivement plein d'atouts, ça a été dit un peu, d'être beaucoup plus dans une vie cosmopolite.
En plus, parce que nous avons une responsabilité, nous sommes aujourd'hui le 2e territoire de France pour les arrivées de gens qui viennent d'ailleurs. Et je pense que nous avons une responsabilité. Certains vont dire, elle le dit encore, mais oui. On parlait des seniors en 2005, ça n'était pas entendu. C'est venu après dans l'agenda 21 de Nantes Métropole. Je pense qu'effectivement, il faut qu'on se préoccupe du fait que des gens vont arriver d'ailleurs et d'autres pays, notamment sur les migrations classiques, mais aussi en raison des migrations du climat. Et soit on fait les autruches, soit on se dit qu'on est dans un des territoires qui peut être dans une inventivité humaine fabuleuse, parce que c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'on peut anticiper des migrations massives. Voilà, ça c'était sur le Cosmopolis. Il y aurait d'autres choses à dire sur la créativité, mais je vais plutôt passer sur la question du local. Je crois que c'est sous-jacent. Mais effectivement, la question de la métropole locale, ce n'est pas une métropole renfermée sur elle-même, ça a bien été dit. Je pense que c'est une métropole qui ne doit pas oublier son lien avec les territoires de proximité. C'est écrit que ça doit être solidaire, sauf que je ne le vois pas. Par exemple, quand aujourd'hui on parle de la question de la ville densifiée. Ok, la ville se densifie, mais elle consomme comment ? Donc on commence à en parler. Je pense qu'il faut en parler beaucoup plus. Elle consomme comment ? Elle se nourrit comment ? Si on ne réinvente pas des territoires multipolaires, on ne sera pas à l'échelle. Pour plein de raisons. Ça, c'est l'ancienne agricultrice bio qui parle, parce que on peut faire de l'agriculture urbaine ou périurbaine, ça ne suffira pas en termes d'enjeux. 2, sur l'agriculture urbaine, on est en train de voir des choses qui apparaissent, c'est que si on regarde, ça a plein d'intérêts au niveau cohésion sociale, mais c'est un gros problème en termes d'environnement et de santé, c'est qu'il y a beaucoup de productions urbaines qui sont pleines de plomb. Donc on mange le légume de proximité du jardin collectif, sauf que le légume qu'on mange au nom de la bio, il est plein de plomb. Donc on n'a pas mis d'engrais, on n'a pas mis de pesticides, mais il est plein de plomb. Donc je pense qu'il faut qu'on fasse attention aux pensées uniques. Hélène, vite, parce que... Et je vais juste finir. Je vais finir pour faire le lien avec la démarche Nouveaux indicateurs de richesse des Pays de la Loire. Parce que je pense que le lien n'a pas été très bien fait avec Nantes Métropole. Je le regrette vraiment beaucoup. Parce que je pense que les préoccupations sont les mêmes. Ce dont les gens ont parlé sur les contributions Nantes Métropole, c'est la même chose que ce qui s'est dit sur les Pays de la Loire. Ce dont on parle d'abord, c'est la qualité des relations humaines. Ensuite, on parle de la qualité des conditions de la vie. Et puis, on parle de l'engagement et de la responsabilité. Voilà. Merci. J'espère que ça ne va pas plomber l'ambiance. Okay. Non, mais madame, vous avez anticipé de dans un an. C'est-à-dire, vous faites un programme. Mais j'espère que vous reconnaîtrez dans celui que j'aurai l'honneur de présenter avec mes collègues. Merci. C'est une vraie contribution faite en direct. Alors, il y a d'autres... Oui. Du coup, Cédric Dussard, nantais et membre de Nantes en transition. Une question de... Membre de Nantes en transition. C'est une association. Une question... 22 000 avis par rapport à ma ville demain. Il y a, d'après ce que j'ai vu dans les chiffres, 600 000 habitants. Un calcul vite fait, ça fait 3%. Est-ce que, du coup, c'est vécu comme une réussite ou plutôt comme une envie d'aller encore plus loin pour parler aux habitants, prendre leur avis et faire que ce ne soit pas que des mots et que ça vienne vraiment aux portes des gens? Merci. Réponse? J'ai dit tout à l'heure en introduction, c'est un pari quand même de mobiliser des habitants et des acteurs sur la réflexion de la métropole en 2030. Enfin, vous voyez, là, ça paraît simple parce que vous êtes venus ici, nous sommes là, nous travaillons dessus, vous êtes là pour parler de ça, mais c'est pas si évident que ça. Donc, du coup, et c'est complexe, il faut être clair, c'est complexe à l'échelle d'une agglomération. Parce que vous soulignez 600 000 habitants, justement, c'est ça la complexité. Plus on est nombreux, plus c'est complexe, effectivement, parce que quelqu'un disait tout à l'heure, j'ai appris récemment que la démarche existait. Il y a eu un gros travail déjà d'explication pour dire ça existe, que les gens sachent que la démarche existe, qu'ils peuvent y participer. Voilà, donc on a innové. Donc si vous me demandez si on est content, je suis plus satisfait, je ne vais pas décerner de satisfecit. J'ai simplement vécu avec l'équipe. Il n'y a pas que la question du nombre, une intensité avec les élus qui ont contribué, je crois, qui ont participé, qui ont animé avec le conseil de rencontres, de diversité de rencontres dans tous les territoires, dans toutes les communes. Il n'y a pas une commune, il n'y a pas une mobilisation, soit d'instances participatives, soit de citoyens, soit d'associations. Donc j'ai envie de dire que c'est forcément insuffisant, mais en tout cas on a vécu une vraie diversité, richesse et intensité de rencontres. Voilà. Donc de ce point de vue-là, c'est satisfaisant. Après, il viendra sans doute le moment
où, faisant le bilan, mais c'est trop tôt, là, elle n'est pas finie la démarche. On se dira, bah tiens, il faut poursuivre d'ailleurs de cette façon-là le débat, il faut faire un petit peu autrement. Viendra sûrement le moment d'en tirer des enseignements. En tout cas, c'est significatif. Merci. Alors oui, quel micro, oui. Oui, Jean-Claude Morel, membre du Conseil. Dans la vision numéro 1, portant sur l'international, je ne retrouve pas la place de l'outre-mer français. Parce que l'outre-mer français, ce n'est pas l'international. Et puis, j'apprendrai à personne les liens historiques de Nantes, et voire même de Grand Ouest, avec l'histoire maritime française, Atlantique, Océan Indien, Pacifique. Tout cela a créé des liens, d'abord aussi par des populations qui sont ici. Et je ne retrouve pas la place qu'on pourrait accorder à côté de l'international. Et aussi peut-être des liens, des contributions. Je pense par exemple à la transition énergétique. L'outre-mer français est aussi confronté à des questions d'énergie et qui pourrait aussi nous apprendre et échanger et apporter aussi à l'économie. Merci. C'est quelqu'un qui a des racines dans l'outre-mer, si je me souviens bien. Alors, il y a 2 personnes qui ont levé la main ici. On va prendre 3 questions peut-être pour... 3 personnes alors. Donc, Jean-Louis. Jean-Louis Peterman, Conseil de développement Erdregev. Donc forcément, président du Conseil de développement. Je vais sortir un petit peu de Nantes et pour nous projeter dans le pôle métropolitain, voire l'aire urbaine de Nantes. Et Patrick Rimbert parlait tout à l'heure de temps social disponible, c'est une notion qui me parle beaucoup. Et ce temps social disponible, il s'exerce dans un bassin de vie. Donc il y a plein de bassins de vie entre ici et Rennes, entre ici et Angers, Nantes, Saint-Nazaire. Je pense que la question à se poser aussi, c'est en quoi la ville-centre, la ville-support du culturel et d'activité aussi, exerce sa responsabilité dans les liens, dans le réseau entre ces bassins de vie qui se superposent et qui ont besoin aussi d'une mise en réseau et d'une facilité de transport. Merci. Alors, on prend les 2 autres questions de cette tranche et puis après on répond et on verra après. Yves Lenné, membre du Conseil de développement. Je fais partie avec quelques autres collègues de ce qu'on pourrait appeler un lobby maritime, peut-être. Je ne sais pas, mais disons que nous avions été au départ un petit peu choqués de voir que le mot maritime qui a été prononcé pour la première fois ce soir, il y a seulement quelques minutes, n'était pas tellement présent et n'était pas l'objet de nos recherches. C'est la raison pour laquelle nous sommes intervenus dans un chapitre qui a été accepté et qui s'appelle la métropole fluvio-maritime à l'intérieur de la métropole des liens. Et nous ne sommes ni plus ni moins maritimes en fait que les premières personnes avant les Romains qui sont venus ici et qui se sont arrêtés au sud ou au nord et qui ont dit il faut franchir ce fleuve. Je vais vous dire un mot sur les franchissements. Tu fais vite, Yves. Je fais vite, ça fait la moitié d'une page. Allez, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Les nouveaux franchissements conditionnent un possible avenir urbain, mais aussi maritime. Le PDU 2010-2020, comme le cadre des études, prévoit plusieurs sites. Monsieur le maire a assuré les élus de l'époque, monsieur le maire de l'époque, il y a quelques années, que toutes les options seraient examinées. Le marché final, en mai 2011, pour l'étude des franchissements, s'intitulait « Opportunité, faisabilité de franchissement » avec un S, intrapériphérique avec un S, de la Loire-Ouest. La reddition de ces études et les décisions seraient pour courant 2013. 2 ans donc, avec des apports, des rapports d'étape, mais déjà la presse semble en connaître les conclusions. Ouest France, le 22, titrait « La tentation d'un pont levant pour ce que j'appelle Chantemou ».
vous comprendrez. Le journaliste est sérieux, il n'y a pas de doute. Il n'a pas commis ce titre par hasard. Cette idée de Pont-le-Vent est dommageable à tous égards. Avec un tel ouvrage, ni les déplacements urbains, ni le passage de navires jusqu'à la zone d'évitage et au-delà ne peuvent être correctement assurés. Et je ne vais pas développer ce point. Alors la question arrive, mais elle est triple. Que vaut la prospective maritime si elle est rendue impossible par une option lourde? Veut-on, oui ou non, barrer la Loire avec un pont-levant? Troisième question, à quoi servons-nous si les jeux sont déjà faits? L'ouvrage peut se lever à la demande, nous dira-t-on. Cette réponse ne nous va pas, car elle serait malhonnête. Elle ne peut non plus satisfaire le grand port maritime. L'exemple de Rouen, où la travée ne s'est levée qu'une seule fois en 2 ans, c'est de très beaux articles de François. Rouen, le pont-levant qui ne se lève jamais. Bon. Et puis, ça continue. Enfin, il y a Paris-Normandie, je pourrais... Merci. Cette réponse ne va pas, car elle serait malhonnête. Elle ne peut pas non plus satisfaire le grand port maritime, l'exemple de Rouen, etc. Déjà, nombre de Bordelais, à propos de Bacalan, sont inquiets. À Chantenay comme à Trentemoux, on peut l'être également. Bonjour les bouchons. À Nantes, le passage en force d'un projet inefficace et coûteux, ne respectant pas la personnalité maritime commerciale, innovante et industrielle de la ville, faisant la pression sur la concertation civile, serait forcément vu comme une négation du dialogue citoyen. Or, il nous a été assuré qu'il serait tenu compte de l'avis citoyen conseil municipal du 1er juillet 2011. Quand, où, monsieur le maire, vous affirmez aujourd'hui dans Nantes Passion, il faut faire confiance à la vision des Nantais, travailler collectivement au futur, la force de Nantes est là. C'est une très belle phrase. Et 2030, le document du Conseil de développement présenté ici se plaît à noter la mobilisation forte des citoyens et promeut une métropole fluvio-maritime. Ce conseil a été voulu par les élus. Écoutons-le, s'il vous plaît. Merci. Excusez-moi. Alors peut-être, avant de prendre d'autres questions, on va traiter celle-là, puisque... Oui, j'apprécie modérément le ton. Je vous dis très franchement. Je me suis exprimé dans la presse en disant que je ne communiquerai rien avant le début de l'année 2013. Et je demande à tous les élus et à tous les services de la communauté urbaine de le faire. Maintenant, vous n'empêcherez pas les journalistes d'aller glaner de ci, de là. Mais vous savez bien que pour vendre du journal, il faut un jour dire une option, puis un jour donner une autre option. Ne vous laissez pas entraîner dans ce genre de choses. Moi, ce que j'ai dit, et je l'ai dit devant les conseillers communautaires, ce débat sur la position des franchissements et des différents types de franchissements, ce sera d'abord un débat avec les élus communautaires, pas en séance publique, en séance privée, pour que l'on analyse toutes les études. Ensuite, je vous promets que ces études seront présentées au Conseil de développement. Les choix ne sont pas simples. Et il ne faut pas préjuger de ce qui pourra sortir. Par contre, ce dont je suis certain, c'est que le choix devra se faire au début 2013, en tout cas au cours du premier semestre 2013. Et qu'il y a effectivement des opinions qui peuvent être variables. Les acteurs portuaires seront effectivement un point assez déterminant dans l'une ou l'autre option. Ces débats n'ont pas encore eu lieu. Ne nous faites pas de procès d'intention. Le choix n'est pas fait. Je voudrais intervenir, puisque j'ai le micro, sur l'intervention précédente, en soulignant aussi quelque chose que j'ai lu là, page 9,
la crainte de territoires institutionnels figés. Et puis un peu plus loin, un étalement urbain qui n'est pas maîtrisé. Moi, je peux vous dire qu'actuellement, on vit une période passionnante, nous deux, nous trois, nous quatre, avec les débats sur l'évolution institutionnelle des collectivités locales. Et que ceci peut bouger. Jusqu'ici, les villes ne se sont pas exprimées. On a bien entendu les régions. On a un peu entendu les départements. On n'a pas entendu les villes. Et les villes vont s'exprimer. Bientôt, très bientôt. Les grandes villes notamment. Et je peux vous dire que avec les communautés de communes ou la communauté d'agglomération de Saint-Nazaire, nous en discutons d'une façon très pressée. Actuellement. Je ne veux pas dire que des choses vont bouger immédiatement, mais on sent bien que l'avenir, c'est d'une part dans la force des grandes villes et dans les capacités de ces grandes villes à articuler leur développement avec les territoires voisins. Et moi, je dis très tranquillement que l'agglomération nantaise, je ne parle pas de ville de Nantes, moi, agglomération nantaise, n'a pas vocation à concentrer tous les emplois. Et qu'il faut qu'il y ait une organisation qui se mette en place avec les territoires voisins, notamment des communautés de communes. On a cette capacité dans le pôle métropolitain. Moi, je vous dis très tranquillement, la communauté urbaine, structure de gestion, peut évoluer vers une autre communauté qu'on appelle métropole ou autrement. Possible, c'est possible. On va y travailler là toutes les semaines qui viennent. Mais il y a aussi, je crois, la nécessité sur les territoires qui sont juste à côté de pouvoir s'organiser. C'est notamment, je crois, ce qui se passe sur le vignoble. Je suis très, avec beaucoup d'attention ce qui se passe sur le vignoble, où 28 communes peuvent avancer un peu plus ensemble. Et je crois que les choses peuvent se faire dans un délai pas si lointain que ça. Donc ceci est en mouvement. Et je crois que on n'a pas intérêt à faire grossir la structure de gestion de l'agglomération nantaise. On a intérêt à organiser le dialogue pour que les territoires d'à côté, ils aient toutes les fonctions de pôle pour pouvoir assumer la vie locale de leurs habitants, y compris de l'emploi. L'un des problèmes que nous avons, ce sont les déplacements domicile-travail, parce qu'on a sans doute trop d'emplois dans l'agglomération. Peut-être pas trop d'emplois, peut-être pas exagéré. Ben, il faudrait en remettre un peu plus sur les territoires qui sont juste à côté. Peut-être juste rapidement, on a parlé des territoires proches, mais quelqu'un posait la question du lien de Nantes à l'outre-mer. Oui, un petit clin d'œil. Si je suis à Nantes, c'est parce qu'un marin inscrit à Cayenne, en passant par l'Angleterre et autres, s'est inscrit à la Nantaise. C'était mon grand-père. Et donc les affaires maritimes, je dirais, c'est dans mon ADN. Mais c'était un petit clin d'œil, parce que ça a relié le port à l'outre-mer aussi. Alors, plusieurs choses. Monsieur Lenné, lorsque les élus de Nantes Métropole ont fait leur premier plan de développement de déplacement urbain, leur premier PDU, c'était comment ? 91. Ils se sont dit qu'il y avait un problème sur les franchissements à l'ouest et à l'est. Ça a longtemps maturé et j'ai eu le plaisir, quoique pas tous les jours, de mener justement cette mise en avant à l'est et à l'ouest. Tu te rappelles, Gilles, ça a été de gros débats. Et donc, nous avons mis en œuvre les franchissements à l'est, je ne vais pas reprendre toutes les raisons, et nous n'avons pas mis en œuvre ceux à l'ouest. Pas encore, mais les mêmes causes, les mêmes raisons nécessitent de trouver une solution. Donc, les craintes que vous avez, elles existaient déjà à ce moment-là. Et donc, nous n'avons pas la mémoire courte, et on sait que vous n'avez pas aussi la mémoire courte.
Donc aujourd'hui, 10 ans ont passé depuis que la métropole a lancé cette chose-là, quand elle est devenue communauté urbaine. C'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet. On peut pas, donc il va falloir trouver une solution. Juste un petit clin d'œil. Moi, je suis toujours étonné. Vous savez, j'ai fait tous les ports du monde et tous les ports d'estuaire. Pas du monde, j'exagère, mais j'adore ces villes qui sont nulle part comparables, enfin qui ont vraiment un esprit différent. Et Nantes, malheureusement, est un des seuls lieux où je n'ai pas vu d'ouvrage de franchissement portuaire, c'est-à-dire lié à l'activité maritime. Bon. On a bien du mal à faire ça, quand même. La première fois que j'en ai vu un, c'est la passerelle. C'était certes une passerelle piéton, et qui, pour garder le gabarit, s'adaptait, je dirais, au marais. Donc on a encore beaucoup de boulot à faire pour être une vraie ville maritime, même si c'est de fond d'estuaire. Mais dans le monde, il y a beaucoup de solutions. Par rapport aux autres territoires, je veux dire, c'est assez fondamental. Enfin, je veux dire, la ville de Nantes, elle ne l'a pas choisi. Ça fait des siècles qui ont abouti à ce que ce soit la plus grande ville de tout l'Ouest. Elle a donc des responsabilités par rapport à ce territoire. Ça fait 20 ans que nous le disons. Je dirais, par rapport à son territoire de proximité, je pense que nous avons une richesse qui est non seulement nos limites communales, non seulement nos limites métropolitaines, mais je dirais tout notre territoire. Quand je suis à l'étranger, qu'est-ce que je dis? Je dis Nantes, il y a la mer, il y a le fleuve, il y a les forêts, je dis tout ce qu'on trouve à proximité. Et donc la valeur du territoire de Nantes, c'est la valeur de son territoire extérieur. Et en contrepartie, nous devons d'offrir à ce territoire des fonctions de centralité qui permettent à des entreprises, pas seulement de se développer à Nantes, ni à Nantes Métropole, mais aussi dans d'autres pôles des autres intercommunalités. Et je pense que ce gagnant-gagnant, enfin cette évidence, fait que la ville ne peut pas se vivre aujourd'hui, ce qui n'a pas toujours été le cas, se vivre aujourd'hui comme étant un territoire qui regarde son nombril et qui est autosuffisant. Ça a été le cas à Nantes. Mais ce n'est plus le cas aujourd'hui parce que nous sommes dans des villes de réseau, nous avons un territoire, et quand on fait, je prends un exemple, quand on répond à Éco-Métropole, on répond sur 100 projets tout autour de l'estuaire, même si on n'a aucune compétence au sud de l'estuaire, et je dirais, c'est dans cet esprit-là que l'on fonctionne. Donc pour nous, c'est pas la banlieue, c'est pas un territoire un peu fluctuant, urbain, rural, non. C'est notre territoire, et Nantes est votre territoire. Et si on ne voit pas comme ça, moi je dirais on va dans l'appauvrissement et on ne donne pas à voir Nantes. Ce qu'est Nantes et ce qu'est sont par définition vos territoires. J'étais un peu long, mais il faut en finir, je voudrais vraiment qu'il faut en finir avec ces clivages qui sont rien d'autre, et ces clichés, qui sont rien d'autre qu'un moyen pour désigner un adversaire et de ne pas souvent se regarder soi-même et pourquoi ça va bien ou moins bien. Donc, regardons tout ça ensemble. Et moi, je trouve que le Conseil de développement, qui invite tous les conseils de développement de la Loire-Atlantique, eh bien, c'est ça la bonne échelle. Je dirais que ça pourrait être même une autre échelle, mais à ce moment-là, je ne sais pas combien vous seriez. Mais j'étais à Rennes. 47 conseils de développement. Bon. J'étais à Rennes devant le conseil de développement de Rennes. Il y avait aussi expliqué la démarche de ma ville demain. Et il y avait 900 élus de toute l'agglo, plus le conseil de développement, etc. Et je dirais, on parlait de ce que tu parlais, Gilles. Tu as travaillé encore hier sur
la manière de nous faire émerger, parce qu'il y en a quand même marre de dire on est une métropole européenne où on a cette prétention-là, qui, à mon avis, est justifiée, même si on est 3e rang. On a travaillé il y a une semaine avec les grandes villes, tu as travaillé hier encore à un texte pour nous faire émerger. Mais entre nous, quelqu'un a parlé de réseau, de network, enfin de réseau, pardon, par les Français. Entre nous, on n'arrivera jamais à avoir le bon périmètre. L'université, écoutez, l'université par exemple, Nantes-Rennes, c'est 80% de l'enseignement et de la recherche de la Bretagne et des Pays de la Loire. Et en regardant, je ne sais pas, monsieur le professeur Renard qui est là, mais c'est les chiffres que j'ai, mais on ne fait pas le nombre de brevets de la ville de Grenoble. Donc vous voyez l'enjeu. Je dirais, mais finalement, ça peut être une chance, mais c'est aussi un risque. Donc il faut trouver les réseaux, construire les gouvernances à toutes les échelles. Et puis, il y a un phénomène de rémanence dans la culture que l'on a, que tous les habitants ont. C'est-à-dire ce qui a été à un moment actif, productif, permis des développements, quelquefois pas toujours très bien. Ce sont des modèles communaux, départementaux, des régions historiques et autres. Ça nous reste toujours dans la tête. Mais je veux dire, l'histoire, elle s'est construite petit à petit. Hein. Je veux dire, elle a bougé. Hein. Demandez aux Polonais. Enfin, c'est pas forcément le meilleur exemple, mais c'est une réalité. Donc, trouvons, à chaque fois qu'il y a un problème, le bon réseau, la bonne solution. Créons des gouvernances. On le fait, et on l'a fait avec le pôle métropolitain entre Nantes et Saint-Nazaire. On va le faire demain avec une vieille histoire qui date depuis 20 ans, avec le pôle métropolitain du réseau de villes qu'on appelait avant Loire-Bretagne, Brest, Rennes, Nantes, Saint-Nazaire et Angers. Et donc, voilà, et on va pouvoir agir et non pas uniquement penser ou réfléchir. Donc, je voulais vous répondre ça parce que moi, ce que j'ai appris, parce que je dois partir, c'est pour ça que je parle longtemps. Mais moi, ce que m'a appris à la fois vos réflexions, et rassurez-vous, en 10 secondes, et ce que m'a apporté tout le mouvement qui a été créé depuis 2 ans. C'est un formidable matériau pour l'élu que je suis, qui doit à la fois voir si dans les rues c'est bien nettoyé, si les transports fonctionnent, mais aussi voir dans 20 ans comment proposer aux Nantais un avenir et qu'ils s'y retrouvent. Donc je vous remercie et je m'excuse à l'avance pour ce travail. Et puis alors ce travail, il n'est pas fini parce que vous en avez rajouté à la fin et puis aussi pour tout le travail à reste. Parce que quand je vois tous les liens, alors je ne sais pas combien monsieur le directeur général de Laurent a payé parce qu'il y a beaucoup de liens, mais tout le reste des liens, c'est quand même un mouvement assez formidable. Et quand on est élu dans un territoire qui fonctionne comme ça, c'est quand même une chance. Alors, on passe je crois qu'il y a encore 6 ou 7 questions à venir. Jacques Dago. Oui, c'est une question que je voudrais poser à Thierry Violent. L'objectif et la mission, c'était ma ville demain. Or, vous nous avez présenté 3 visions et on a bien conscience, d'ailleurs Philippe l'a dit, que les 3 visions ne peuvent pas s'appliquer en l'état. Il y a forcément, entre les visions, ça va être une synthèse de ces 3 visions. Et le problème, c'est qu'il y a forcément des décisions qui seront contradictoires selon que l'on prend la vision 1, la vision 2, 3. Donc il y a des complémentarités, mais il y a aussi beaucoup d'opposition. Donc finalement, comment vous entendez poursuivre et conclure cette étude? Est-ce que c'est simplement des idées que vous lancez comme ça, ou vous allez terminer par nous donner la ville de demain?
Ces visions ne sont pas opposées. Elles peuvent être complémentaires. Il peut y avoir des compléments qui peuvent être aussi apportés. On n'a pas forcément tout vu, malgré les 2000 contributions. Et donc, il faut sans doute composer une vision qui remporte l'adhésion du plus grand nombre. Pas dire qui remporte l'adhésion de tout le monde. Nous irons vers un débat en conseil communautaire en décembre. D'ici là, on attend du conseil de développement. De toute façon, on vous invite au prochain conseil communautaire, mais ce ne sera pas fini, à apporter des éléments pour aller vers un document final, enfin disons une vision partagée par le plus grand nombre que l'on espère pour la fin de l'année. Puisque la question, évidemment, ne s'adressait pas vraiment à moi, je veux simplement redire, dans le travail qu'on a fait en tout cas, qu'effectivement, de façon synthétique, il exprime des tensions. Et donc, il y a des arbitrages, mais du coup, et là, ça renvoie à ce que dit Gilles Retière, c'est... alors, d'une part, il y a l'exposition, l'enrichissement, parce que, y compris sur les mots qu'on a entendus, ça me donne l'occasion de dire un mot. Si c'est mis en débat, si à se rendre compte, c'est bien pour enrichir aussi le travail qu'on a fait. C'est-à-dire, c'est pas l'alpha et l'oméga de toutes les visions possibles pour la métropole. Et puis, du coup, ensuite, l'arbitrage politique, me semble-t-il, il a justement, à un moment donné, après ce débat, après l'enrichissement, pour arbitrer entre les tensions et faire justement trouver une façon de les résoudre. Donc, et ça relève de l'arbitrage politique et pas de l'agence. Merci. Alors, Jean Renard ? Oui, puisque je le regrette un petit peu qu'il ne puisse rester sur la totalité de la réunion. Mais c'est toujours le cas des élus, même sans cumul. Ils sont sans doute débordés, ils vont d'une branche à l'autre. C'est un peu dommage. Bien, ceci dit, je voulais faire deux petites interventions. Mais M. Rimbert l'a souligné tout à l'heure. C'est la question des rapports entre les territoires institutionnels, ici c'est le cas de l'agglomération des 24 communes, et des territoires plus vécus, de bassin de vie, etc. On l'a posé, nous, dans le Conseil de développement, dès la page 9, je crois qu'on ne peut pas échapper à cette question-là et qu'elle devrait être à l'avant-garde, en quelque sorte, en préface de toute réflexion de l'agence d'urbanisme. Parce que vous le vouliez ou non, vous avez quand même été prisonnier d'un périmètre des 24 communes de l'agglomération. Or, peut-être que ce qui se passe à l'extérieur est plus important que ce qui se passe dedans. Donc, il faut absolument... alors, je sais bien qu'il n'y a pas un périmètre pertinent. Tous les périmètres sont valables. Mais il n'empêche, il faut quand même tenir compte de cette réalité-là. Deuxièmement, alors je sais bien que comparaison n'est pas raison, mais si j'étais à Bordeaux et si j'étais à Rouen, pour prendre deux villes qui nous sont voisines par un certain nombre d'aspects et d'héritage, j'aurais pu faire ces trois visions. C'est-à-dire que demain, le bureau d'études qui a aidé l'agence d'urbanisme peut très bien réécrire pour Bordeaux et réécrire pour Rouen ces trois scénarios ou ces trois visions. Il manque, me semble-t-il, dans les quelques pages que j'ai pu lire, les spécificités nantaises, les réalités issues du passé. Je me demande si les historiens ont participé au débat, parce qu'ils auraient pu apporter des choses intéressantes. Nantes n'est pas Bordeaux, Nantes n'est pas Rouen, même si ces trois villes ont beaucoup de ressemblances. Vous voyez ce que je veux dire ? Et donc les visions, elles doivent absolument être le résultat de ce qui fait nos spécificités. Tu réponds tout de suite. Ça, je ne le vois pas très bien à travers ce que j'ai pu dire. Je connais bien Jean Renard, puis les débats sont nombreux et récurrents. Donc, alors, prisonnier, non, l'agence n'est pas prisonnière du périmètre. 85 000 personnes qui viennent chaque jour travailler de l'extérieur de l'agglomération nantaise dans l'agglomération nantaise, 28 000 qui le font dans l'autre sens, ce qui prouve que c'est dans les deux sens. Je ne vais pas vous faire la liste, je sais que vous connaissez bien le territoire, son aire urbaine, mais les collaborateurs qui sont là travaillent toute la journée. Je crois que c'est aussi pour ça, et d'ailleurs, que la mission, une des raisons pour lesquelles la mission a été confiée à l'agence. Et ça, c'est cette dialectique que j'ai déjà eu l'occasion d'expliquer, mais la pédagogie, c'est l'art de la répétition, donc je vais le refaire. C'est que quelqu'un a posé la question tout à l'heure, est-ce que vous trouvez que c'est suffisant, le nombre de participants?
je fais une réponse. J'ai souvenir, vous y étiez, quand on a travaillé sur la mise en place avec l'agence du SCOT de la métropole Nantes-Saint-Nazaire. On est allé discuter. Plus l'échelle est grande, rappelez-vous, les participations extrêmement faibles, plus l'échelle est grande, plus il est difficile, il faut le dire, et plus les sujets sont majeurs, plus il est difficile d'emporter une participation massive des citoyens. Donc j'ai eu l'occasion de le dire. On a considéré, en tout cas j'avais fait cette proposition, donc j'en assume, elle a été arbitrée par les maires, qu'aller débattre sous cette forme-là, au-delà des 24 communes, n'était pas raisonnable, d'abord parce que l'agence tout seul ne pouvait pas, il fallait le relais des communes. Donc il ne faut pas confondre la partie, j'allais dire, de débat qu'on a mené sur les 24 communes, large, et l'ensemble des travaux qu'on a menés. Je viens d'en donner quelques chiffres, il y en a d'autres. Le dialogue qu'on peut nouer chaque jour avec RDG, avec les territoires sur lesquels on travaille, l'audition d'assemblée d'élus des territoires voisins. Madame Combe, je ne sais pas si elle est toujours là, l'association, en tout cas ça ne répond pas totalement, l'association de l'agence et vice-versa aux travaux prospectifs de la région, du CODELA, le dialogue avec Saint-Nazaire, enfin, tous ces éléments-là sont dedans. D'ailleurs, ils sont tellement dedans, je sais bien que c'était très rapide, je suis désolé, 2 ans de travail, que dans les visions que présentait Nathalie Hoppe, vous avez vu qu'il y a un point particulier chaque fois, évidemment c'était 2 lignes là, sur la nature des rapports avec le territoire. Simplement, on a essayé d'exprimer, donc c'est fondamental, on a simplement essayé d'exprimer là que suivant le type de vision qu'on avait, la nature pouvait se modifier, se changer, polarité, responsabilité, type de rapport. C'est extrêmement présent dans le rapport. Donc, vous ne pouvez pas dire, enfin, vous n'avez pas le rapport, je sais bien, vous m'avez dit que 6 pages, évidemment, mais vous allez la voir, vous verrez, puisque vous êtes géographe, bien meilleur géographe que moi, forcément, je ne le suis pas. Vous verrez dans les annexes au rapport, il y a un énorme travail qui s'appelle des schémas de développement, qui a été fait pas seulement par l'agence, sur ces interactions avec les territoires à toutes les autres échelles. Alors évidemment, ceci ne transparaît pas dans une version simplifiée, limitée de la présentation, mais vous verrez, ça y est. Et puis il y avait une deuxième question. Oui, entre Rouen, Bordeaux et Nantes. Oui, bah, je pense pas. Alors je vais vous dire pourquoi. Je ne connais pas encore le projet qui sera adopté. Mais nous sommes allés à Bordeaux, nous sommes allés à Toulouse, je vais en oublier. Nous sommes allés avec Lyon. Bon. Donc, et nous avons regardé, y compris, puisque eux, ils ont déjà, pas du tout fait comme nous, mais on a essayé de s'inspirer de choses qu'ils avaient réussi. On a fait autrement, je l'ai dit, sur l'originalité. Et que ce soit la fabrique urbaine à Toulouse ou le projet adopté par Bordeaux, et je vous invite à les lire. Je ne sais pas quel sera le projet, mais vous verrez, bien sûr qu'il y aura des choses pareilles. Évidemment, les villes françaises et les villes européennes sont toutes confrontées à la question, aux défis écologiques. Elles sont toutes confrontées aux problématiques de cohésion sociale. Elles sont toutes confrontées aux enjeux économiques. Donc, de ce point de vue-là, il n'y a pas... Nantes et son agglomération, son aire urbaine, la métropole Nantes-Saint-Nazaire n'est pas un îlot dans le reste du monde où tout serait spécifique. Donc, vous retrouverez, je vous invite à les lire, vous retrouvez des éléments correspondants, mais vous verrez qu'il y a des vraies différences entre ce qu'on vient de dire. Alors, ce qu'on vient de dire n'est pas encore le projet, mais ça dessine une ambiance et des vraies différences. Voilà, je vous invite vraiment à les lire et on pourra, si vous voulez, vous faire passer même un petit document, puisque vous l'avez fait ce travail, Nathalie, parce qu'on a fait ce travail-là, et se dire, au fond, une fois qu'on a repéré les 4 lignes de force, qui peuvent paraître un peu banales, mais vous verrez dans le rapport, elles sont explicitées avec des exemples de façon plus précise, en quoi, ici, elles ont une particularité et des correspondances avec d'autres villes. Oui, ce travail-là est fait. Merci. Alors, on va prendre encore 4 questions pour conclure. Oui, donc quand j'ai demandé la parole, c'était justement la question de l'évolution institutionnelle ou de la démocratie par rapport au territoire. Donc je partage pas mal de points de vue et je pense qu'il faudrait enrichir cette question et non pas le retrouver dans le rapport parce que toutes les questions ne vont pas être posées. Donc je ne vais pas revenir sur des idées que je partage. Je voudrais rajouter juste un point de vue. Je dirais que les métropoles françaises vont avoir un rôle important dans l'évolution institutionnelle de la France, dans le cadre de la crise, de l'évolution de l'Europe. Et s'il y a Europe et crise, il y a besoin de créativité et d'innovation. Dans ce cadre-là, je crois qu'il faut quand même qu'on soit conscient qu'en France, on a un temps de réponse à l'innovation ou à la création ou au projet très très long par rapport à nos partenaires européens, voire dans le cadre du monde. Quels que soient les 3 points de vue que vous allez mettre, les visions que vous avez appelées,
à chaque fois se posera la question de la créativité et du rapport au monde. Il est important, je pense, que dans ce débat, on constate qu'il y a un effort même d'éducation populaire, je dis, à accepter les évolutions institutionnelles qui vont avoir lieu. Et sans doute, ça posera pas mal de questions. Il faut réellement non plus parler de gouvernance. La gouvernance, c'est un bricolage qu'on met en place parce qu'on n'a peut-être pas les solutions pour répondre à chacun des projets. Il faut vraiment un changement des échelles démocratiques. Et donc, je pense qu'il faut réellement poser la question du rapport de Nantes avec son arrière-pays. Ça a été fait. Il y a des évolutions très importantes au niveau de l'Europe sur l'arc atlantique, voire même la façade atlantique et non pas l'arc atlantique. Il faut qu'on soit partie prenante. Et je pense aussi qu'il y a, je ne veux pas poser la question du fédéralisme à venir de l'Europe, mais comment on va se situer, comment les différents niveaux français vont interagir sur le niveau de la métropole. Donc il ne s'agit pas de faire un débat ce soir ou de donner chacun sa réponse. Il s'agit vraiment que la question soit posée parce qu'en 2030, on aura subi les crises entre maintenant et 2030 et il y aura des solutions qui seront données. Merci. Est-ce qu'il y a... Oui. Bonsoir, Jean-François Talliot, adjoint à la culture de Saint-Herblain. Un enjeu, une question. L'enjeu, c'est que, pour que le mot soit bien choisi, l'enjeu autour de la question posée par Hélène Combe sur la tension entre international et cosmopolite, je trouve que le mot cosmopolite donne du corps à l'international. Et l'enjeu à travers ça, c'est que nos pensées, je nous invite à les métisser, ainsi que nos réflexions pour nous enrichir. Et la question pour 2030, c'est comment faire en sorte que Nantes ne soit pas simplement attractive, mais inclusive et bienveillante. En fait, comme les élus sont... Peut-être que le président de Nantes Métropole, enfin c'est même une certitude, et le maire de Nantes ont dû partir pour d'autres obligations, mais il y a quand même Fabrice Roussel, vice-président de Nantes Métropole, et Johanna Roland, première adjointe au maire de Nantes. Donc je vais faire... Enfin, du coup, je fais des réponses, mais je veux pas. Ils peuvent aussi apporter à un moment donné un éclairage. Moi, je veux juste répondre notamment, je pense à la question sur l'innovation, sur la créativité, puisque là, on était moins dans la question. Je sais que Johanna Roland a travaillé sur cette question, justement dans le cadre de la démarche 2030. On est moins sur la question de la perspective, de la façon d'essayer de mettre en œuvre. Mais du coup, juste un mot pour dire à Jean-François. Nathalie me disait, hein, et je l'ai entendu, qu'elle l'a expressément dit dans son exposé, mais c'est vrai que c'était assez dense, cette question de cosmopolite ou de la diversité de la rencontre du monde d'ailleurs, et culturelle et de tout ordre. Et d'ailleurs, dans l'exposé que j'ai fait, et je l'ai dit aussi, je crois, sur les jeunes, sur cette aspiration à l'ouverture au monde, il est très clair. Et dans le rapport complet, ça sera exprimé vraiment très clairement. Et dans l'expo aussi, je regardais tout à l'heure comment on va restituer ça. Cette aspiration comprend à l'évidence, c'est-à-dire c'est même pas un choix, enfin ça peut être un choix, mais en tout cas dans ce qui remonte, c'est une demande réelle du territoire. Et effectivement, et d'ailleurs de ce point de vue-là, il y a des particularités qu'on ne retrouve pas forcément de cette même façon, exprimées de la même façon dans d'autres villes. Donc c'est important et ça sera exprimé très clairement. En tout cas, ça sera exprimé parce que c'est ce qui est ressorti. Voilà. Et du coup, mais je ne sais pas si Johanna Roland veut dire un mot sur la question sur l'innovation, me paraît plus approprié que ce soit elle que moi, en l'occurrence. Oui, peut-être juste 2 points en complément sur l'innovation, puisqu'effectivement, on a eu l'occasion de mener un travail un peu spécifique sur cette question. Moi, il y a 2 choses qui m'ont frappée. D'abord, je crois que le point de différence entre ce que donnera l'innovation dans chacun des scénarios ou des visions, selon comment on les appelle, même si on a dit qu'ils n'étaient pas exclusifs, c'est une innovation au service de quoi ? Et finalement, c'est une des questions majeures que nous ont renvoyées les citoyens. Donc dire l'innovation, à un moment, c'est pas une fin en soi. Ça peut pas être un effet de mode. Au service de quoi notre territoire met l'innovation ? Et ça, je crois que ce sera un des enjeux de où est-ce qu'on placera le triangle entre les 3 visions. Puis la deuxième question sur la concordance entre une métropole attractive et les questions que tu posais, Jean-François, sur la dimension bienveillante ou inclusive. Moi, un des points qui m'a frappé, notamment quand on a été travailler cette démarche dans les quartiers populaires, auprès des jeunes, auprès d'un certain nombre de publics dits précaires, c'était leur attente sur ce sujet. Et un certain nombre de paradoxes aussi qu'on aura à résoudre.
dans le cadre des assises politiques de la ville, par exemple, on a mené un travail spécifique. Les jeunes des quartiers nous ont envoyé une chose qui était, nous, on veut aller à l'international, on veut de la mobilité, et en même temps, on a envie de monter du business dans les quartiers populaires et on a envie de monter des actions de solidarité. Et je crois que derrière, c'est les enjeux de quel nouveau modèle de développement et quel schéma alternatif. Et à l'évidence, il y a dans les contributions des citoyens des lignes qui bougent, des curseurs qui bougent, et un des enjeux, ce sera aussi notre capacité à conserver les fondamentaux du territoire, parce que c'est une des choses qui nous a beaucoup été renvoyée, à en conserver les valeurs, mais en même temps à bouger un certain nombre de curseurs, parce qu'on est dans une logique d'un nouveau modèle de développement. Question ? Oui. Oui, bonsoir, Julien Mainvel, conseiller municipal de Nantes. Moi, je souhaitais faire 3 remarques. Et la première, en commençant par ce qu'a dit Gilles Rothière tout à l'heure, un peu avant de partir, sur la réforme des collectivités, toutes les réflexions sur la métropole. Je crois qu'effectivement, ces questions sont extrêmement importantes et auront des conséquences sur l'avenir de la métropole et autres. Mais que cette question devra être traitée dans une sorte de simplification aussi des échelons et des strates, parce qu'on voit bien, dans ce qu'a présenté Thierry Violent tout à l'heure, que dans le socle commun, il y a un élément qui est extrêmement important, c'est l'attachement à la proximité. Et il ne faudrait pas que les réformes à venir éloignent le citoyen des structures de décision. Le deuxième point qui me paraît important, c'est la question des finances publiques. Et des financements et de l'argent que la ville de Nantes et que les métropoles auront dans les années à venir dans le contexte qui est le nôtre, parce qu'évidemment de cette question-là, des moyens que nous aurons à notre disposition, dépendra les projets que nous pourrons conduire et donc les visions aussi que nous pourrons nous permettre. Et puis le troisième point, c'est les réflexions qu'a eues tout à l'heure Hélène Combe, qui me paraissent extrêmement pertinentes, et qui vont dans le sens, et je crois qu'effectivement, on ne pourra pas se passer de ces réflexions, de ces propositions et de ces projets sur les visions que nous aurons pour Nantes en 2030 et après. Merci de cette contribution. Oui ? Qui a le micro ? Oui, c'est moi qui ai le micro. Je ne suis pas membre du Conseil de développement, je suis simplement président d'une entreprise associative de l'économie sociale et solidaire. J'ai pris quelques notes pour formuler ma question. J'ai apprécié une contribution d'un membre du Conseil de développement qui disait « Moi, j'essaye au quotidien, dans mes contributions, d'articuler les 3 visions. » Moi, ça me plaît bien. Du coup, on a un modèle visionnaire. Alors, on a dit pas scénario, mais on a dit qu'il fallait faire des choix. Donc, je pose une question un peu particulière. C'est quels seraient les phénomènes ? Est-ce que vous avez recensé, ou des contributions ont été dans ce sens, recenser des faits, des phénomènes ou des tierces parties qui pourraient finalement réduire nos marges de manœuvre par rapport aux choix qu'on aura envie de faire, voire qui pourraient faire les choix à notre place, ou voire qui pourraient faire exploser le modèle visionnaire qu'on est en train d'imaginer et que moi, déjà, j'essaye de voir comment je peux l'appliquer au quotidien dans ma pratique. Alors, ça peut être des questions d'ordre sociologique, politique ou autre, peu importe, mais déjà, à la fin du débat, j'ai entendu des éléments qui semblent faire partie de ce recensement que je cherche, les délais de réponse, la complexité des choses, les paradoxes, les complexes. Et donc, du coup, moi, si j'aimerais recenser ces faits, ces phénomènes ou ces tierces parties pouvant être agissantes, ce serait simplement pour faire un travail, pour m'en prémunir, pour trouver des antidotes tout de suite, quoi. Je vais laisser Thierry répondre, mais dans le cadre du Conseil de développement, on a eu des approches de cette nature en se posant la question de rupture qui pourrait intervenir, notamment dans la réflexion sur l'économie. Il est évident qu'on a des grandes entreprises sur le territoire. Si, par malheur, l'une ou l'autre d'entre elles venait à disparaître, ça aurait des conséquences très importantes, évidemment, sur notre avenir. Mais Thierry ? Non, mais je redis... une chose, c'est que les visions, c'est pas les prédictions, c'est pas prévoir l'avenir. Donc la complexité des choses, elle est là. La complexité du monde, elle est là. Les mutations évoquées par Johanna Roland à l'instant, elles sont là. Et donc les visions, enfin, me semble-t-il, en tout cas telles qu'on les propose, je ne vais pas me substituer à l'arbitrage. C'est l'idée que ça a été évoqué par Gilles Rothière et Patrick Rimbert.
Évidemment qu'on est au milieu d'un monde complexe, traversé par les pratiques numériques, traversé par la mondialisation de l'économie, traversé par plein de choses qui nous échappent individuellement et collectivement. Alors il y a deux solutions. La première, on est là comme ça, parce que c'est compliqué, c'est hyper compliqué, c'est vrai, il y a des forces contraires, et alors on se laisse balloter. La deuxième, c'est de se dire qu'il faut les regarder en face, qu'il faut se dire que collectivement, donc le choix politique n'est que la résultante d'une démarche et au service d'un collectif, d'une agglomération, d'une métropole, qui se dit c'est vers ça qu'on voudrait aller. C'est ce choix-là qui est proposé à être arbitré sur ces visions. Et après, c'est chaque jour, d'une part, se donner les moyens d'y aller, donc dans un rythme, M. Mavel, se donner les moyens d'y aller, dans un rythme qui correspond aussi aux capacités qu'on a, plus ou moins vite, effectivement. Et puis, je pense que la proposition du Conseil de développement, une fois ceci fait, elle traduit en tout cas quelque chose qu'on ressent nous. L'université permanente, ma ville demain, je ne sais pas exactement comment. C'est l'idée que comme on ne prévoit pas l'avenir, on se donne un cap. C'est ça le sujet. Des moyens, des orientations. Mais à 20 ans, je pense qu'il y aura intérêt à revisiter ça, enfin pas attendre 20 ans pour revisiter si le cap, si les ruptures qui ont été décidées éventuellement ou les inflexions sont les bonnes. Donc il y a quelque chose, on voit bien de nouveau par rapport par exemple au projet 2005, je dis ça parce que le Conseil de développement a été créé à cette occasion, la conférence consultative d'agglomération créée en 1995 pour donner son avis sur le dernier projet de cette nature dans l'agglomération nantaise, le projet 2005. Et on voit bien que le monde a changé. Adopter un projet 2005, vous pouvez le relire, il a produit ses effets considérables. Mais en même temps, quand on le relit là et qu'on le confronte, on voit qu'il y a eu des mouvements considérables. Et donc, je pense que comme une métropole, une agglomération, on ne peut pas être non plus en introspection collective permanente sur ses choix. Je pense qu'à un moment donné, on choisit un cap et qu'ensuite, il y aura dans ce projet lui-même, en tout cas, c'est une proposition qu'on a déjà échangée avec les élus, pas encore formalisée, le Conseil de développement l'évoque, de dire on fait le point régulièrement. Donc voilà, donc cette complexité, elle est là, mais elle ne doit pas nous rendre, comment dire, tétanisés. Et du coup, les visions sont un peu simplistes, mais parce que pour faire des choix, il faut aussi simplifier dans la complexité. Alors, la dernière des dernières questions. Merci. Le Corbusier, il a fait la cité radieuse à Rézé. Mais avant de faire ce travail, il a fait un grand travail titanique dans un pays bien interminant. Essayons de s'inspirer de ces travaux qui maintenant, sont inhérents à Nantes, tout en gardant notre ligne ligérienne. Merci. Merci. Bien, on va conclure cette soirée, puis je vais me permettre de citer Pierre Dac, que je cite régulièrement. Les membres du Conseil de développement le savent. Pierre Dac disait « Celui qui ne sait pas où il va est toujours surpris d'arriver ailleurs ». Et donc, cette formule et cet aphorisme dit beaucoup de choses. Il est évident que le projet qu'on va définir et qui sera défini dans le cadre de la réflexion Ma Ville Demain, ce ne sera pas le territoire qu'on vivra en 2030. C'est clair que les choses bougent en permanence, mais ce qui est important dans la formule de Pierre Dac, c'est d'avoir quand même, de se donner une idée de la direction dans laquelle on veut aller. Et si on a cette idée, cette direction, alors on ne sera pas surpris d'arriver ailleurs, parce qu'on est sûr d'arriver ailleurs. Ce qui compte, c'est de ne pas être surpris d'arriver ailleurs. Voilà, bonne soirée à tous.